Bonjour tout le monde. Je vois, je vois du monde qui me fait des saluts. Mhm. Euh, Bienvenue à notre nouvelle saison de conférence. J'espère que votre été s'est bien passé. On s'excuse pour la conférence qui est juste en ligne. On aurait aimé qu'on se voit tous, mais on s'est dit, vu qu'on était en septembre, puis que Adam, ça fait quand même 2 ans qu'on essaie de le placer dans une conférence à quelque part, puis qu'on n'arrive pas, mais il y a tellement de belles histoires, vous allez voir, vous raconter. On s'est dit que c'était trop important pour qu'on laisse tomber ça. Fait qu'on vous a fait une petite conférence en ligne. Euh, comment qu'on va procéder aujourd'hui, là? Adam va parler, là, il va y aller par pays. Après chaque pays, il va pouvoir vous laisser une petite période de questions. Fait que vous allez pouvoir ouvrir votre micro ou écrire dans le chat. Je lirai la question à ce moment-là à Adam. Fait que sans plus tarder, on va commencer tout de suite la conférence. Fait que je vous présente Adam Turcotte. Oui, bonjour tout le monde. Merci, vraiment, je vois beaucoup de membres de la famille qui sont là, des amis, puis tout, puis j'apprécie que vous soyez là. Puis c'est un beau moment pour moi de partager mon histoire. C'est une histoire que je raconte souvent, mais c'est le fun d'être capable de la raconter à beaucoup de gens, surtout des Québécois qui sont passionnés par la voile. Fait que j'ai préparé une vidéo d'environ 42 minutes, puis comme Simon l'a dit, après chaque pays, il y a une période de questions de 5 minutes. Ça fait que c'est comme ça qu'on va procéder. Fait que l'entièreté de la présentation, ça va être environ 1 heure. Fait que je vais partager mon écran. OK, maintenant, ça roule. Ça roule, c'est bon. Fait que voici mon bateau. Fait que ça, c'est un Contessa 26. Fait que le Contessa 26, moi, je l'ai acheté à Toronto, le bateau, puis j'ai dû manquer un laboratoire d'école pour acheter ce bateau. Fait que c'était moi puis mon partenaire Salim, puis on était censé aller à un laboratoire. Puis moi, j'ai dit, Salim, le laboratoire se passe pas demain, c'est à l'université à Polytechnique. J'ai dit, le laboratoire se passe pas demain, parce que je m'en vais acheter un bateau à Toronto qui s'appelle Sea Adler, un Contessa 26 qui a été le Contessa 26 est légendaire puis connu à cause de la plus jeune américaine à l'époque qui s'appelait Tanya Abbey, qui avait 18 ans, qui a fait le tour du monde en solitaire. Fait qu'avec un sextant, puis en tout cas, sans électricité. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle Maiden Voyage. Puis moi, je l'avais lu ce livre-là, puis il m'a grandement inspiré pour mon voyage. Puis j'ai dit, c'est tellement un beau petit bateau complet. Pas trop cher non plus, que juste super facile pour la navigation en solitaire. Fait que je me suis dit, c'est le bateau que j'achète. Je l'ai payé 8 800 Canadiens. Fait que pour voir qu'il faut pas un bateau super cher pour faire un voyage comme ça. C'est sûr, je vais en parler plus tard que j'ai fait des upgrades dessus, mais initialement, c'était un bateau de 8800 puis je l'ai navigué jusqu'au Panama sans mettre trop d'upgrade. Un bateau de 8800. Fait que Sea Adler, un Contessa 26. Fait que là, ce bateau-là, je l'ai amené à Matane, puis c'est là que j'ai commencé mon voyage. Fait que ça, c'est le départ de Matane le 3 septembre 2023. C'était après beaucoup de... Ben, c'est ça, j'ai travaillé à Matane durant la saison d'été, j'ai préparé mon voyage. C'était grandement émotif pour moi parce que je disais, ben, dans le derrière de ma tête, je savais que c'était un voyage qui allait durer très longtemps. Tu sais, je pensais, au début, je me disais, j'allais juste aller en Amérique du Sud, puis on va voir ce qui va se passer, mais dans le derrière de ma tête, j'étais prêt à faire quelque chose de gros quand même. Tu sais. Fait que je savais que je disais au revoir. Peut-être pour toujours pour certaines personnes. Fait que c'était le départ le 3 septembre 2023 de Matane. Et là, ça commence. Fait que Matane, mon petit, ma petite navigation jusqu'à Percé. Euh, je disais au revoir au Québec. Je longeais la côte. Première journée au SPI. Fait que ça commence bien. Puis le fleuve Saint-Laurent, ça le reste aujourd'hui la place où j'ai vu le plus de baleines en si courte durée. Je pense que j'en ai vu 10 là. J'ai jamais vu ça depuis dans toute l'entièreté de mon voyage. C'est le fleuve que j'ai vu le plus de faune, de baleines, tout. Fait que le rocher percé et jusqu'à l'Anse à Beaufils. Fait que juste à côté de la microbrasserie Pit Caribou. Fait que les bières du Pit Caribou m'ont donné un peu de courage liquide parce que la prochaine navigation, c'était jusqu'aux îles de la Madeleine. Puis la navigation de l'Anse à Beaufils jusqu'aux îles de la Madeleine, ça aurait été ma première navigation en solitaire
de nuit ou de 24 heures. Fait que percer jusqu'aux îles de la Madeleine, 24 heures. Fait que j'étais quand même très, très, très stressé. Fait que je passais mon temps au Pit Caribou. Euh, c'est ça, j'ai juste réfléchi sur ce qui s'en venait. Puis je me souviens, c'était un père avec son fils qui ont lancé mes amarres le matin que je partais. Fait que je pense qu'il était peut-être 8 heures du matin. Puis j'ai dit, fuck, allez, on va jusqu'aux îles de la Madeleine. Puis j'étais vraiment, vraiment, vraiment stressé. Puis je pense que jusqu'aujourd'hui, c'était ma navigation la plus stressante, mon départ le plus stressant. J'étais plus stressé pour faire percer île de la Madeleine que Panama, Polynésie française. Et voilà, et on part. Boum, fait que c'était environ 100 000 nautiques, là. 110, peut-être. Au début, les conditions étaient quand même belles. En fait, les conditions étaient belles tout le long. Mais comme c'était un peu nouveau pour moi, je ne savais pas si c'était des belles conditions. Je me disais peut-être que c'était un peu intense, mais en réalité, c'était une parfaite navigation. Puis là, terre en vue après 26 heures de navigation, les îles de la Madeleine. Et quand j'étais aux îles de la Madeleine, il y avait l'ouragan Lee qui approchait. Fait que je pouvais pas quitter les îles de la Madeleine jusqu'à temps que l'ouragan passe puis qu'il finisse. Fait que je me suis fait ami avec les pêcheurs au quai. Euh, Puis eux autres, ils m'ont donné plein d'amour, ils m'ont donné des bouées, ils m'ont tout donné pour ce que je survive l'ouragan. J'ai enlevé mes voiles, j'ai enlevé toutes mes voiles sur mon bateau. Puis c'est ça. Puis on attend que ça passe. Ça a quand même brassé. Je dormais dans le bateau, évidemment. Euh, Check. Regarde la grosseur des défenses. Tellement que j'étais tellement éloigné du quai. Il y a pas un ouragan qui allait me détruire là, là. Puis on peut voir la grosseur des vagues qui frappaient les îles. Et l'ouragan passe et une autre navigation d'environ 24 heures jusqu'en Nouvelle-Écosse. Celle-là était moins stressante que la dernière parce que je l'avais déjà faite. Puis je me souviens, c'était une belle navigation, ça, jusqu'en Nouvelle-Écosse. Fait ouais, c'était assez tranquille. J'avais le génois, grande voile. Et il y a un canal, ça, j'ai pas de vidéo, mais il y a un canal. En Nouvelle-Écosse, tu peux soit faire tout le tour ou tu peux passer par le petit canal qui s'appelle le canal de Canso. Puis c'est ce que j'ai fait, puis c'était gratuit. Puis assez simple aussi. Fait qu'une fois dépassé le canal de Canso, ben, j'ai continué mon trajet. J'ai longé la côte de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Halifax. J'ai tellement mangé de poisson durant en longeant la côte de la Nouvelle-Écosse. Il y avait tellement de maquereaux. Je pense que j'en ai mangé 200. J'ai détruit l'écosystème de poissons, là. Mais c'est parce qu'il y en avait tellement. Puis c'était vraiment beau la Nouvelle-Écosse, là. C'était des couchers de soleil incroyables. Il commençait à faire froid, par exemple. Puis là, on peut voir la côte. Puis encore durant cette navigation-là, j'étais encore en train d'apprendre énormément, tu sais. J'étais certainement pas le marin à cette époque-là que je suis aujourd'hui. Puis c'est ce voyage-là qui m'a formé. En gris. Et là, on arrive à Halifax. Puis le voilier qu'on voyait devant nous, c'était des amis que je me suis fait guider en Nouvelle-Écosse. Puis on s'est suivis pendant un petit bout. Et je continue de Halifax jusqu'à Yarmouth. Puis Yarmouth, c'est mon dernier point. La dernière fois que j'ai été au Canada, en fait, c'était à Yarmouth. C'était la dernière place que j'ai été au Canada. Puis c'était quasiment le point le plus à l'ouest. C'est dans les États-Unis. Je longe la côte encore tranquillement jusqu'à Yarmouth. Des baies exceptionnelles en Nouvelle-Écosse, là. Ça, genre, tu te mets à l'encre là, en écoutant de la musique, c'est incroyable. Et là, je commence ma... Fait que ça, c'était ma première navigation de 2 jours.
Fait que du Canada jusqu'au Maine, aux États-Unis, c'était une navigation de 2 jours. Puis celle-là, j'étais stressé aussi. J'étais quand même énormément stressé parce qu'il faisait froid aussi, hein. La voile, quand il fait au mois de, je pense que c'était le mois de novembre quasiment, là. Novembre, il fait, je sais pas, 5 degrés. L'eau est grise, elle est noire. T'as des grosses vagues. Puis en plus, durant tout ce début de mon voyage-là, j'étais en train de quitter mes amis, ma famille. Euh, J'étais en train de laisser plein de choses derrière moi. Fait que c'était quand même difficile de continuer à avancer parce que je savais que je voulais pas voir comme le gazon était vert trop de l'autre côté. Je sais pas, je quittais énormément de choses, ma famille, mes amis, tout, aussi je venais de finir mon baccalauréat en génie électrique, puis j'ai décidé de pas vraiment suivre cette direction-là. Tu sais, mes amis ils allaient tous travailler en ingénierie, ils allaient tous commencer leur carrière, puis moi j'ai dit, pff, je m'en vais jusqu'en Amérique du Sud en voilier. Fait que, au mois de novembre, il fait froid, t'es contre les vagues, t'es contre les éléments, puis tu penses à toutes à ta décision de vie, c'était difficile. Fait que ça, 2 jours jusqu'au Maine, j'ai eu tout ce temps-là pour réfléchir à ce que je viens de vous dire. Et ouais, il faisait froid. Ça aussi, c'était une belle navigation pour de vrai. J'ai bien choisi ma fenêtre météo. Rien de dramatique qui est arrivé. Il n'y a pas de bruit, le vent assez constant, peut-être 15 nœuds tout le long. Euh, j'ai vu un requin aussi. C'était le premier requin que j'ai vu de ma vie, je pense. Puis quand tu arrives au Maine, là, il y a plein de... Ça, c'est des pièges à homards. Il y en a tellement, puis si t'entends tellement de navigateurs que dans le milieu de la nuit, tu ne vois pas ces pièges à homards-là, puis ils ont des cordes attachées en dessous, tu sais. Fait qu'ils restent pognés dans ton hélice, ils restent accrochés après ton safran. Euh, Puis il y a comme quasiment rien que tu peux faire. Fait que moi, en plein milieu de la nuit, il y avait plein de pièges à homards partout autour de moi. Des fois, mon radar les voyait un petit peu, mais souvent non. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai continué, puis si j'ai frappe, mais il y a rien à faire, tu sais, il faut juste des fois avoir confiance à la vie. Mais j'ai des amis qui ont fait cette même traversée-là, puis eux autres, ils ont dû appeler la garde côtière américaine parce qu'ils ont eu un piège à homard, la corde enroulée dans leur hélice. Puis un gros bateau est venu, il est sorti, il a coupé la corde de l'hélice, puis ils ont pu continuer jusqu'aux États-Unis, puis ça coûte cher, là, ça coûte très cher. Mais moi, heureusement, c'est pas arrivé. Et là, arrivé au Maine, je quitte le Canada, premier nouveau pays, en voile, un gros milestone, j'étais heureux. Puis c'est ça, puis ça complète mon voyage au travers du Canada. Puis là, la prochaine étape, c'est la descente de la côte est des États-Unis dans l'intracostal, ma descente de l'Atlantique. Fait que je sais pas si moi je procède de même, là, si vous avez un petit 5 minutes pour poser des questions sur le début de mon voyage, c'est le moment. Ouvrez vos micros, vous avez des questions. Entre-temps, tu nous as pas parlé de ton expérience, ça ressemblait à quoi avant de partir? OK. Fait que d'où l'intérêt de mettre une période de questions. Fait que, fait qu'avant de partir, moi, je graduais, j'étais à l'Université de Polytechnique Montréal. Ça a pris 5 ans. Puis avant ça, ben, j'habitais en Colombie-Britannique. Fait que, après ça, j'ai déménagé à Montréal, puis j'ai commencé mon baccalauréat en génie électrique. Puis durant ce temps-là, moi, j'étais toujours en train de... Je sais pas, j'avais ma tête dans les études, mais vraiment ma tête était ailleurs. Elle était dans la voile, elle était plus dans l'aventure. Fait que, je sais pas, j'étais pas l'étudiant le plus focus sur la terre, je pense, parce que j'étais pas vraiment présent. Je pensais à voile puis des choses comme ça. Euh, Puis je pense ça a commencé parce que j'étais allé à Tadoussac quand j'avais environ 20 ans. Puis quand j'étais à Tadoussac, je travaillais à la marina de Tadoussac, puis il y avait souvent des gens qui avaient des bateaux au quai qui m'amenaient faire de la voile dans le fjord, puis voir des belugas, puis tout. Fait que ça a comme vraiment commencé mon intérêt pour la voile. Puis au début, mon intérêt pour la voile, ça a commencé avec l'idée que je pouvais voyager partout dans le monde avec un bateau. Ça a commencé comme ça. Mais après ça,
cette passion a totalement changé, puis a développé dans une passion des bateaux, puis la physique des bateaux, puis comment que ça se comporte dans l'eau, puis juste surfer des vagues en voilier, tu sais, ça a totalement changé ma dynamique pour ma passion pour la voile. Fait que c'est ça. Fait que là, durant mes études, ben, j'étais toujours en train de checker des bateaux derrière mon écran, au lieu d'étudier le principe d'électromagnétisme. Fait que j'ai acheté un Edel 22, c'était mon premier bateau. Puis l'été, quand j'étais pas à l'école, je faisais de la voile sur le lac Memphremagog, pas trop loin de la maison de mes parents. Puis j'ai fait ça quelques années, puis après ça, je me suis acheté un Contessa 26, un bateau plus marin pour naviguer sur le fleuve. Puis après ça, quand je me sentais assez confortable pour au moins naviguer jusqu'aux îles de la Madeleine, ben, j'ai dit, bon, ouais, je vais commencer mon voyage jusqu'aux îles, une étape à la fois pour me rendre dans le sud. Puis, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question, Simon. Ben, ton expérience de voile, tu n'avais pas de formation, tu avais. Non, rien. Rien. YouTube. J'ai fait un montant énorme d'erreurs sur le Edel 22 sur le lac, là. Des erreurs que je raconte pas à personne parce que c'est des erreurs assez embarrassantes. Mais c'est des erreurs qui m'ont pas tué, puis c'est des erreurs que j'ai jamais refaites encore, tu sais. Puis c'est des erreurs qui ont été faites sur un lac avec des vagues rarement au-dessus d'1 mètre. Fait que c'était pas si pire. Euh, mais c'est ça, c'était vraiment assez erreur. Puis mes meilleurs instructeurs de la voile ever ont toujours été mes bateaux. Puis je pense que mon meilleur instructeur de la voile a été mon Contest 26. C'est lui qui m'a montré le plus de choses. Un bateau qui brise jamais, c'est bien, mais un bateau qui brise va te montrer énormément de choses à la voile aussi, tu sais. Fait que c'était ça mon Contest 26. Fait que non, pas de formation, rien. Mes bateaux ont été mes formateurs. OK. Puis la question de Daniel tantôt, c'était est-ce que ton régulateur d'allure est un Cap-Horn? Non, c'est un monitor. Ouais, c'est Un ça, c'est son. Canmar Monitor Windvane. Fait que selon moi, c'est un des meilleurs. Je pense que le meilleur, c'est le Hydrovane, le régulateur d'allure. Parce que un régulateur d'allure, ça utilise le vent pour diriger ton bateau. C'est 100% mécanique, aucune électricité. Hydrovane, ça a son propre safran. Fait que même si toi, tu perdais ton safran ou quelque chose arrive, le régulateur d'allure Hydrovane a son propre safran. Moi, celui que j'ai, le Monitor, il est connecté à mon safran. Fait que c'est pas le top des tops, mais c'est un très, 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 très bon. Puis ce régulateur d'allure-là, l'ancien propriétaire de mon voilier a fait Canada, Afrique, aller-retour, avec ce même régulateur d'allure-là. Fait qu'il en a vu, il en a fait des 1000 nautiques, ce régulateur d'allure-là. Puis je l'ai nommé Eric, parce que c'est la tradition, c'est de nommer son régulateur d'allure. Puis moi, je l'ai nommé Eric parce que c'est un bon ami à Marina de Matane, Eric. Puis j'ai promis que j'allais nommer mon régulateur d'allure. Je peux continuer. Pas d'autres questions? C'est bon. Ça devient de plus en plus Parfait, moi intéressant. j'ai une question. Oui, Vas-y. vas-y. Dans le fond, la question que j'avais pour toi, c'était est-ce que tu as eu des réalisations au cours de ton voyage qui faisaient en fait en sorte que, avec la solitude, est-ce que tu as fait, genre, mettons, de l'introspection sur la vie que tu avais, puis est-ce que ça t'a permis en fait de juste réaliser que tu t'en allais sur le bon chemin? Ah, ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que ça, c'est une excellente question. Parce que ça, cette réflexion-là, je l'ai certainement faite à la fin de mon voyage. Tu sais, là, 100%, je réfléchis pas de la même façon que je réfléchissais avant mon voyage. Mais une réflexion que j'ai eue durant mon voyage qui m'a fait l'introspection pour me dire que j'allais sur le bon chemin. hmm, Sincèrement, au Canada, non. Au Canada, vraiment, c'est la détermination qui me poussait. Je pense que j'aimais moins ça que je pensais que j'allais aimer ça au début aussi, tu sais. Je pense que le voyage a vraiment changé. Puis là, j'ai vraiment eu la poussée qui me dit, OK, là, je suis sur le bon chemin. Ça a commencé en Jamaïque, je pense. Fait que sincèrement, je pense toute la descente jusqu'en Jamaïque, j'étais juste à la détermination. C'était pas trop la passion parce que c'était vraiment difficile. Puis comme je t'ai dit, je quittais ma famille, je quittais mes amis, tout. C'était comme, holy shit, c'est pas pareil que ces YouTube, les vidéos YouTube, là, un voyage comme ça. C'est extrêmement difficile. En Puis plus, en ça apporte une Jamaïque, certaine peur de l'inconnu. hein? En plus, ça apporte une certaine peur de l'inconnu. Ouais, exact. Une peur de l'inconnu, une peur sur ta vie aussi, tu sais, comme ça peut être dangereux, là. Un truc comme ça, surtout quand tu avais de l'expérience minime comme j'avais.
Fait que, non, ça a commencé en Jamaïque. Mais je vais revenir sur ta question. Quand on arrive, quand la vidéo, on arrive en Jamaïque, je vais réappuyer là-dessus. Parfait, merci. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Oui, OK. Je suis arrivé en retard juste un peu sur la conférence. J'aimerais savoir, là, présentement, quel bateau que tu as? Est-ce que c'est les Contest 26 ou c'est un autre, là? Là, j'en ai acheté un autre. Là, j'ai acheté un Tradewind 33. C'est OK, un bateau parfait. très, 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 très puissant pour la haute Excusez mer. parce que j'étais arrivé en retard, j'imagine que tu l'as dit au début, là. Euh, Non, je l'ai même pas dit. On dirait que j'ai skippé, j'ai oublié quelques en, étapes au début, mais En fait, si je peux me permettre, oui, Alain, il a dit au début le bateau qu'il y avait à ce moment-là, mais là, il y a toujours il vient de changer de bateau. Sauf que pour ceux qui sont arrivés en retard, là, il y en a quand même plusieurs, là, j'ai laissé rentrer qui sont arrivés un peu en retard. Si jamais vous voulez, vous pouvez nous écrire à info@commercialconam.ca. On vous enverra la vidéo pour pouvoir réécouter le début si il vous manque un bout. Oui, merci. Bienvenue. Merci. ouais, fait que là, j'ai un Tradewind 33. Fait que j'ai vendu mon Contessa. Est-ce que j'ai pleuré un petit peu? C'est triste, mais c'est pour le mieux. Là, j'ai une plus grosse aventure m'attendre avec le Tradewind 33. Alors, est-ce que c'est la fin des questions? On continue. Fait que là, c'est la descente de la côte est des États-Unis. Je pense qu'il y en a qui vont être intéressés là-dedans parce que c'est pas trop loin du Québec, les États-Unis, pour descendre en voilier. Puis il y en a beaucoup. Moi, je me rappelle, j'avais énormément de questions sur l'intracostal avant de descendre aux États-Unis. Fait que, tu sais, je me disais, tu peux-tu rentrer n'importe où? Ça marche comment? Fait que je vais en parler un peu. Fait que là, on résume. Fait que là, Portland, c'était là que je suis arrivé. Quand tu arrives dans un nouveau pays, là, il faut que tu arrives dans un port un port douanier, dans le fond, un port of arrival en anglais, un port d'entrée. Fait que aux États-Unis, il y a Portland, Maine, c'est un port d'entrée. Fait que tu arrives, souvent, il faut que tu fasses du paperwork en avance avec l'électronique. Aujourd'hui, des fois, il faut que tu envoies des formulaires en ligne, puis tout, là, comme le numéro d'enregistrement de ton bateau, etc., etc. Aux États-Unis, tu pouvais soit faire ça ou soit tu pouvais les appeler par VHF quand tu arrives. Moi, j'ai décidé, quand j'arrivais, de les appeler par VHF. Puis après ça, il y a un douanier qui vient, puis qui te dit, il te dirige, il t'amène un ticket, puis après ça, il demande pour tes papiers, puis tout. Lui, ce douanier-là, il n'a pas inspecté mon bateau, rien. Il n'y avait pas de chien là, qui venait sniffer pour la drogue. C'était assez facile aux États-Unis, malgré ce qu'on penserait. Fait que là, j'ai fait mes douanes à Portland, je suis resté quelques jours, puis je suis descendu au canal de Cape Cod. Je pense que c'était une journée, ça, 24 heures. Là, je commençais à être habitué aux navigations de 24 heures. Là. Parce que j'en avais fait une de 48 heures, 2 jours. Fait que là, celle de 24 heures, maintenant, c'était plus rien. Fait que la nuit, tu sais, c'était rendu pas de 100% de l'habitude, mais ça s'en venait, tu sais. Là, c'est ça, on arrive à Cape Cod. un, un petit village de pêcheurs, plein des voiliers là-bas. Les gens étaient super gentils aussi, man. Ils m'ont donné un mooring gratuit, vu que c'était tard dans la saison, puis vu qu'ils aimaient mon histoire aussi. Puis là, ça, c'est le canal. Fait que là, j'étais contre un courant de 4 nœuds, je pense. Tu sais, il faut timer l'entrée de son canal comme du monde. Moi, je l'ai totalement mal fait. Fait qu'il y avait 4 nœuds contre moi, j'avançais peut-être à 5 nœuds. Fait que je faisais un nœud. Ben, ça durait juste 1 heure et demie, puis là, ça a changé, là. Dans le canal, tu vois plein de bateaux. Ça, c'était une première pour moi, voir des bateaux de si près dans les canaux, passer en dessous des ponts. Et on pense jamais que notre mât il est plus petit que le pont. Et là, une fois traversé l'autre côté du canal, je me rends jusqu'à Newport. Fait que Newport, c'est probablement sa côte est des États-Unis, je pense. Il y en a peut-être qui vont me corriger, là, mais je pense que c'est l'endroit, c'est la capitale de voile aux États-Unis. Puis il y a une course qui va de Newport jusqu'aux Bermudes, je pense, à chaque année. Puis plein de bateaux qui le font, des monocoques. Puis, en tout cas, quand je suis arrivé à Newport, il y avait
plein de pièces de bateau, les gros cargos qui me dépassent. Ça, ils ne te voient pas, hein, les cargos comme ça. C'est toi qu'il faut les voir. Faut pas penser qu'il y a un cargo qui te voit, fait qu'il va dévier son chemin pour toi. Non, il va te frapper. Fait. Ensuite, de Newport jusqu'à New York. Fait à l'intérieur de Long Island, soit tu vas à l'extérieur dans l'Atlantique ou tu passes à l'intérieur comme que la petite ligne là, qui indique. Grosse vague qui me pousse l'eau au bord du bateau. Boum. Et quand j'étais en train de filmer, j'avais juste une main aussi. En route vers New York. Et là, je te dirais que c'était mes plus grosses conditions jusqu'à date. Hein. Ça, je vais te le dire, c'était pas le fun. Mais j'avais envoyé cette vidéo-là à un ami qui s'appelle Marco à Marina de Matane. Puis lui, il m'a dit, j'ai envoyé la vidéo des vagues, puis il m'a dit, tu vas voir, Adam, tu vas t'habituer. Puis c'est tellement vrai, parce que maintenant, quand je vois cette vidéo-là, de moi qui tombe d'un côté de l'autre dans le bateau, puis des vagues, puis tout, c'était rien, ça, là. Tu t'habitues tellement. Maintenant, tu prends un petit thé ou un café dans des conditions de même. Et là, j'arrive à New York. Fait que direct centre-ville, gros bateau partout, des hélicoptères qui volent au-dessus de toi. Et tu vas voir, il va y avoir la statue de la liberté bientôt qui va apparaître. Manhattan. Statue de la liberté, pour moi, la plus belle vue du monde. Et là, on continue. Fait que New York, j'avais pas trop aimé. C'était une grosse ville, puis j'avais fait une petite dépression là-bas. Là. Je sais pas, c'était le mois de novembre, fin novembre peut-être. Puis je faisais super froid dans mon bateau. Là, la mission, l'objectif, c'était vraiment de descendre sud, 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 sud. Là, parce que le plus t'attends dans la saison, le plus que t'as des gros vents forts qui viennent en plus, il fait froid. Fait que là, j'ai fait 2 jours sans arrêt. J'aurais pu m'arrêter à plein de petits spots sur la côte est des États-Unis, puis voir du paysage, puis tout, mais pour moi, j'avais pas envie, là. Là, il fallait juste que je file, puis je descende sud le plus vite possible. Fait que j'ai fait jusqu'à Norfolk. 2 ou 3 jours, je me rappelle plus. Je pense 2 jours. C'était facile, ça. Pas de vent. Je l'ai fait à moteur tout le long. Très, ouais, c'était facile. Fait comme ça, 2 jours à moteur pour retrouver la chaleur du sud. Et là, j'arrive à Norfolk. Puis ça, si vous entendez, il y a les Cowboys fringants qui jouent en arrière. Puis c'était parce que Carl Tremblay, le chanteur, il était décédé, je pense, cette semaine, là, quand je suis arrivé à Norfolk. Fait que ça aussi, ça me faisait penser au Québec un peu, là. Et il faisait encore froid, fait que je faisais rouler un petit feu à l'intérieur du bateau. Évidemment, pas quand que j'étais en chemin, là, mais juste à l'encre. Et là, c'est le début de mon voyage dans l'intracostal. Fait que la majorité des gens, quand ils descendent la côte est des États-Unis, l'intracostal commence à Norfolk. Euh, Plus au nord, je pense pas qu'il y a tant d'intracostal. Ça commence plutôt à Norfolk. Fait que là, ça a été le début de mon voyage dans l'intracostal. Évidemment, l'intracostal, ça demande de faire du moteur, souvent. Tu sais, surtout si l'intracostal, si le canal n'est pas très large, ben, c'est un peu difficile à le faire à voile. Mais tu peux quand même faire une bonne partie de l'intracostal à voile aussi. Je pense que j'ai fait peut-être 50% de mon chemin dans l'intracostal à voile. Puis vous allez voir, des fois, ça brasse, là, même dans l'intracostal. On dirait la mer. Fait que là, ça commence. Fait qu'on peut voir, là, le climat il change, là. On voit les arbres. C'est plus vraiment des arbres du Canada, c'est des arbres plus tropicaux. Ça, c'est dans l'intracostal.
Fait qu'il faut pas penser que ça brasse pas, des fois ça brasse. Mais ça reste que c'est quand même mieux que dans l'Atlantique. Et que le bateau, jusqu'à ce moment-là, des petits dauphins, le bateau était encore le même bateau que j'ai acheté à 8800. C'était les voiles à mousqueton, une bien grande voile. Fait que c'était un peu, ouais, encore dans l'intracostal. Et tu fais des amis dans l'intracostal. Fait que ça, c'était des amis québécois. Euh, ouais, ils venaient de m'attendre, en fait. Et là, j'ai fait l'extérieur. Fait que là, rendu à Saint-Augustine, ça, c'est en Floride, là. J'ai fait ça, ça a pris 3 jours, je pense. Offshore, donc dans l'Atlantique. Puis une fois rendu en Floride, c'est bon, il faisait chaud. Fait que là, ça, je pouvais commencer à me calmer avec la descente, là, parce que ça, le climat a totalement changé. Dès que tu arrives en Floride, tu commences à voir des salamandres, tu vois des lézards, tu, sais, tu te sens bien, là, il fait chaud. Fait que ça, c'était dans l'Atlantique, la Floride. Même la couleur de l'eau a changé un petit peu. Très belle voile, ça. Ça, c'est quasiment best of the best. C'est ce que j'adore. Un vent de travers. Là, il y avait un truc bizarre qui est. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va être capable de me le dire, mais c'est comme une petite tour. Pas loin de la côte américaine, là. Je passais assez proche pour voir c'est quoi, mais j'ai aucune idée. Là, je suis arrivé en Floride. Fait que c'était le gros festival. Dès que j'arrive, c'était le même, là. Le gros festival des lumières, ces voiliers, puis tout. C'était comme une petite party pour mon arrivée. Et là, on continue. Ça, je l'ai fait dans l'intracostal, Saint-Augustine jusqu'à West Palm Beach. Ah non, excuse, c'était à l'extérieur de l'intracostal, ça. Je me trompe à l'intérieur. Extérieur pendant un bout, puis après ça, je suis rentré. Oh, puis il y a le Gulf Stream. Fait que le Gulf Stream, c'est un gros courant qui va du sud vers le nord, puis après ça, il fait son chemin jusqu'en Europe. Puis il peut amener un courant de 3 nœuds, le Gulf Stream. Fait que quand tu as un vent contre le courant, donc si tu as un vent qui vient du nord, puis le Gulf Stream, il vient du sud vers le nord, ben, ça fait des grosses vagues. Puis ça, le vent, dans cette vidéo-là, je le trouvais pas particulièrement fort. Il était peut-être 12 nœuds. Mais le vent, les vagues, excuse, étaient quand même un peu plus grosses de ce qui devrait l'être pour un vent de 12 nœuds. Puis c'était à cause que le Gulf Stream était quand même pas trop loin de moi. Il était peut-être à 10 000. C'est fait qu'on ressentait, moi je ressentais en tout cas l'effet du Gulf Stream à ce moment ici. Les vagues sont un peu plus grosses selon moi de ce qui devrait être pour 12 nœuds. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans l'intracostal à ce moment-là au lieu de faire le Gulf Stream. C'est dans l'intracostal, les dauphins. Puis c'était assez le fun de voir une grosse partie qui me gardait stimulé durant cette descente, c'est de voir comment que le climat il changeait. Au Maine, il faisait froid, c'était quasiment comme le Canada. Puis là, tu descends, tu descends, tu descends, tu commences à voir des palmiers, tu commences à voir des dauphins, des lézards, tu sais. Puis tranquillement, le plus que tu fais ton chemin vers le sud, euh, le plus que ton climat il change. Puis ça, ça me gardait stimulé, ça me gardait déterminé aussi. Tu sais, ça me donnait un but pour continuer mon voyage vers le sud. Fait que, avez-vous des questions pour la descente des États-Unis?
Oui, est-ce que tu t'arrêtais un peu ou tu visitais ou t'as pas vraiment visité de tout ce trajet-là, mettons? Non, j'ai arrêté pas mal les points là, sur la map. Là, où on voit, je vais, mettons, à New York jusqu'à Norfolk. Ben, New York, je me suis arrêté. Norfolk, je me suis arrêté. Puis là, où que les petites lignes rayées entre, ben, ça, c'était ma navigation. Fait que je me suis arrêté à New York, je me suis arrêté à Norfolk. Au Maine, je me suis arrêté. euh, En Floride, je me suis arrêté à Saint-Augustine, tout, ouais. Mais je me suis pas arrêté hyper longtemps, là. Pour moi, le voyage, c'était. Ouais, les États-Unis, c'est bien puis tout, mais j'avais quand même envie de me rendre dans le sud. Euh, Pas Puis longtemps, c'est une journée ou 2 journées ou... ça dépend de la place. New York, je pense que c'était 3 jours. Puis c'était aussi, il fallait toujours que tu attendes ta fenêtre météo, tu sais. Fait que si la fenêtre météo était poche pendant une semaine ou deux, ou une semaine, puis il fallait que tu attendes à New York pendant une semaine, ben c'est ça que je faisais, tu sais. Mais à Norfolk, je pense que j'étais arrêté 2 semaines à Norfolk. Parce que j'avais besoin de faire des réparations sur mon bateau, des petits trucs, tu sais. J'avais besoin une nouvelle courroie pour mon moteur, quelque chose du genre, tu sais. Fait que je me suis arrêté, je pense, 2 semaines à Norfolk. Mais c'est ça, c'était pas des gros, gros, gros pit stops aux États-Unis, là. Puis on a Léonie qui a des questions. Je sais pas si tu peux ouvrir ton micro, Léonie. Ben, c'est ça, j'avais des questions. En fait, tu disais que ton bateau, quand t'es parti, c'était ben, assez rudimentaire. Je sais que les Contessa 26, c'est des bateaux qui sont réputés pour être des bons bateaux quand même de navigation côtière, tout ça. Mais c'était quoi les instruments exactement que tu avais pour naviguer à part ton régulateur d'allure? T'avais-tu un GPS? T'avais-tu genre un avionique? Ouais. Fait que j'avais un radar, mais le radar, je, je l'utilisais pas trop parce que j'avais pas vraiment assez de batterie dans mon bateau pour faire rouler le radar. Je pense que le radar, il prenait 4 ampères, 5 ampères, je sais pas trop, là. Fait que pour utiliser le OK. radar, il fallait que je l'utilise quasiment le jour quand j'avais mon panneau solaire qui chargeait mes batteries, tu sais. Fait que ça détruisait un peu le principe. En termes de ma navigation, j'avais Navionics. Puis j'avais, je pense, durant ma descente des États-Unis, j'avais 3 téléphones avec Navionics dessus. Puis moi, je mettais euh, il y a Yves Goudreau. Yves Goudreau, c'est un navigateur que il y en a beaucoup qui connaissent, j'imagine. Lui, il a fait l'Atlantique, je sais pas combien de fois, là, 15 fois. Mais lui, il m'a donné ce truc-là. Il a dit, tu mets du velcro derrière ton téléphone. Puis après ça, tu as un autre patch de velcro sur ton mur dans ton bateau. Puis tu colles ça sur ton mur. Puis là, tu as une avionique. Puis si tu as 3 téléphones avec du velcro sur 3 téléphones sur le mur, ben ça fait comme une tablette, tu sais. Ça fait comme quasiment comme un iPad. Puis aussi, OK. si tu as 3 téléphones, t'en échappes un, ben t'en restes deux, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que je faisais. J'avais un GPS aussi dans le bateau, mais très rudimentaire. C'était un GPS des années 2000. Fait qu'il me donnait quasiment juste ma latitude, longitude, puis ça servait à ça. J'avais un profondimètre aussi que j'utilisais pas tant que ça non plus. Euh, Parce que dès que tu vois que la profondeur, c'est 1 mètre, ben il est déjà trop tard. Fait que j'utilisais pas trop le profondimètre. Euh, Ah, je vois. Puis c'est ça. Puis une pompe de cale, j'avais une pompe de cale manuelle, j'avais une pompe de cale électrique aussi. J'en avais deux. J'avais des spares pour tout, tu sais. Fait que j'avais une deuxième bilge pump, deuxième pompe de cale électrique, une deuxième manuelle. C'est ça. Puis j'avais pas de AIS. AIS, c'est venu un peu plus tard. Euh, c'est un AIS que tu peux acheter sur un ICOM M94D, je pense. Puis c'est un OK. VHF portable qui peut recevoir AIS de d'autres bateaux, mais il émet pas. Il fait juste recevoir. ICOM M94D, puis je pense que c'est un des seuls, ou sinon c'est le seul VHF portable qui ont intégré un AIS dedans. Donc ça, j'avais fini par avoir ça après. Puis pour ton ravitaillement, dans le fond, disons, ben, plus pour la bouffe, pour ton frigo, t'avais-tu un frigo, t'avais-tu une glacière ou t'étais équipé de autre chose? Non, j'avais un frigo que j'ai jamais utilisé durant l'entièreté de mon voyage parce que mon frigo, il prenait trop de batterie
pour la... Je pouvais utiliser mon frigo pour garder des bières fraîches si j'avais des amis qui venaient pendant 3 heures sur le bateau, mais sinon, ça prenait trop de batterie. Fait que j'ai jamais utilisé de frigo du Canada jusqu'à l'Australie. Fait que je mangeais Ok, comment tu... des cannes de Ouais, bines, ouais, des cannes de thon, tu sais, des ok. pâtes, je cuisinais. Il y a des légumes qui durent très longtemps, ou des fruits et des légumes qui durent plus longtemps que d'autres. C'est des pommes, ça dure assez longtemps. Des oignons, ça dure super longtemps. Je me débrouillais de même. Mais en termes de frigo, non. Fait que Fait que ça, tu c'est. prévoyais dans le fond tes escales un peu, ben, dans le fond, ton ravitaillement de bouffe avec tes escales. T'étais comme. Ouais, c'est ça. Mais des fois, j'en faisais Ok, pas de ravitaillement pendant un petit bout. Tu sais, si j'arrive à New York puis j'achète assez de nourriture pendant un mois, mais quand je descends à Norfolk, si je reste juste à Norfolk quelques jours, mais j'achète pas de nourriture, j'ai encore mon ravitaillement de New York. Tu sais, fait que je continue avec ce ok. même bouffe-là. Ouais. Il y Mais avait non, Catherine. Catherine aussi qui avait des questions. Ben, je voulais savoir, c'est quoi, je connais le Contessa, là, mais c'est quoi le draft du Contessa, là, qui est long? 4 pieds. Ah oui, quand même, OK. Puis, 4 pieds. j'ai pas entendu, au début, je suis arrivée en retard, là, parce que j'avais pas beaucoup de lien, mais t'as parlé de ton régulateur d'allure. C'est quel régulateur? Ouais, c'est le Monitor, Scanmar. Monitor Ouais. Skymar. OK. Scanmar, je pense que c'est la compagnie, puis Monitor, c'est le nom du régulateur d'allure. C'est quoi, c'est américain? Non, c'est européen, je crois. OK. Scanmer, c'est scandinavien, je crois. OK. Ah ben, puis ma question, ben, tu viens d'y Ouais. répondre. Je voulais un peu savoir comment tu organisais ta vie de cabine, là. Tu dormais-tu un peu? Ouais, fait que ça, c'est. Ouais, fait que je dormais environ 40 minutes, puis après ça, je me réveillais 1 minute. Mais ça dépend, c'est quel. Dans Ça quel dépend. leg? Ça dépend dans quel leg exact. Si je longe une côte, je vais peut-être me réveiller aux 25 minutes, puis je vais me réveiller. Parce que je vais me dormir 25 minutes, puis je vais me réveiller 1 minute. Ça dépend, tu sais. Quand tu es dans le plein milieu du Pacifique, des fois, je dormais 1 heure, puis je me réveillais 1 minute. Tu sais. Ça dépend, je suis dans quel leg. Ouais, parce que ça m'est quand même arrivé une couple de fois que je manque mon alarme, puis là, je continue, puis je dors pendant 5 heures, tu sais. Fait que si tu longes une côte, fuck, tu voudrais vraiment pas frapper la terre. Non. Ou autre Ouais. chose? Ou autre chose, exact. Comme dans la vidéo, là, il y avait des gros cargos qui me dépassaient, puis tout. Puis ces cargos-là, ils se déplacent pas pour toi. Fait Non, que la c'est seule ça. façon que moi je vois ces cargos-là, c'est, tu sais, j'avais même pas de AIS, mon radar, je l'utilisais pas. Il fallait vraiment que je sois assez strict avec quand je dormais ou quand je me réveillais, excuse, tu sais. Fait que si je dors 30 minutes, il fallait absolument que je me réveille à tous les 30 minutes, sinon je vais pas les voir, les cargos, puis je risque de me faire frapper. Puis t'avais-tu un radar pour planifier un peu? Ouais, j'avais un radar, mais je l'utilisais pas bien parce que mon radar, il prenait trop de batterie. Des fois, je l'utilisais le radar, mais tu sais, quand il y avait de la brume ou quand c'était la nuit, ou si j'étais vraiment, vraiment, vraiment fatigué puis j'avais envie de dormir 2 heures parce que j'en pouvais plus, là, je mettais le radar pendant 2 heures, puis j'épuisais pas 100% mes batteries, mais je prenais un gros chunk de mes batteries, mais au moins je dormais bien pendant 2 heures. OK. Est-ce que tu t'es mis à la carte pour ça, des fois? Non, le régulateur. Ben, je me suis mis à cap des fois si ça brassait énormément, mais je continue. Régulateur d'allure. Même si le vent il change un peu, puis il change pendant 2 heures, ben il changera. Je suis fatigué, je suis fatigué. C'est ça. Puis, dernière question par rapport à tes batteries, c'est ça? Tu avais combien de batteries? Deux? Une? Deux, deux Deux. à 55 ampères heure chaque. OK. Non? OK. Merci. D'autres questions? En fait, quelqu'un Ah. demande comment tu prenais ta météo. Ma météo, j'apprenais d'avance parce que j'avais un Iridium Go. Ouais, fait que mon Iridium Go, je l'utilisais pas trop durant ma descente des États-Unis parce que ça me coûtait combien, non, l'Iridium Go? C'était genre 200 $ US par mois ou quelque chose de même, j'avais pas envie de payer, tu sais. Fait que là, pour la météo, ben, dès que j'arrivais à quelque part, à un port aux États-Unis, ben, je checkais Windy, je prenais des screenshots pour 5 jours, puis je faisais confiance que ça allait rester de même. Après ça, quand je commençais à faire des navigations plus longues, je pense que si la navigation était plus longue que 5 jours, là, j'activerais mon Iridium Go. Mais sinon, je prenais juste des screenshots de la météo à chaque fois que je m'arrêtais si c'était une navigation plus courte que 5 jours. On est habitué au luxe pas mal plus que toi.
Ouais, pas de frigidaire non plus. OK, prochaine étape. Vas-y. Les Bahamas. Euh, fait que ça, c'était excitant pour moi, les Bahamas. C'était plus les États-Unis, c'était plus le Canada. On voyait que ça commençait, je rentrais plus dans. Je commençais à être de plus en plus fier de la distance que j'avais parcourue depuis le Canada. Euh, mais encore, les Bahamas, je veux pas insulter personne ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été le début de mon voyage. Ça n'a pas été les Bahamas qui ont changé ma perspective du voyage ou ma passion pour la voile ou quoi que ce soit. Non. Parce que quand tu arrives aux Bahamas, t'as encore énormément d'Américains, puis des gros catamarans, puis des charters, puis pourtant c'est super beau les Bahamas. T'as du snorkeling incroyable, t'as un peu plus de culture qu'aux États-Unis, mettons, mais les Bahamas, je suis pas resté particulièrement longtemps non plus. Je pense que je suis resté un mois environ. Euh, je sais pas, ça m'a pas. Je ressentais pas le choc culturel. Moi, c'est vraiment quand je suis arrivé en Jamaïque que j'ai ressenti le choc culturel, puis ça a fait wow. Mais ça, c'est après. Fait que là, on rentre dans les Bahamas. Euh, c'est ça. Fait que là, je partais des États, puis c'était une navigation d'une journée et demie, je crois. Fait que West Palm Beach jusqu'à Great Harbor Cay. Une journée et demie, puis ça, j'ai fait body boat avec d'autres Québécois. Fait que le voilier Lalou, je les ai rencontrés à Matane, puis je les ai revus en Floride. Puis eux autres, ils ont descendu dans les Caraïbes, là, en Martinique, puis tout, ils ont fait ça, ils ont navigué partout un peu autour, puis c'est vraiment des bons contacts de la voile, là. Fait que ça, j'ai body boat avec eux autres. On s'est suivi un petit peu. Puis un moment donné, ils ont été plus vite que moi parce qu'ils étaient sur un 32, un Bayfield 32. Fait qu'ils sont arrivés avant moi. Mais voilà, jusqu'à Great Harbor Cay. Puis ça, c'est un port d'attache. C'est là que tu peux faire tes douanes. Moi, je suis allé là. Tous les États en route vers les Bahamas. Le drapeau en arrière il commence à être déchiré pas mal. Ça, il faisait chaud maintenant, là. Tu sais, la voile, c'était pas mal moins intimidant. Tu commences à passer tes journées dehors, il fait noir, puis cargo au fond, plein de cargo. C'est énormément cher les Bahamas parce que tout ça, ça vient par bateau des États-Unis, puis ils vont sur le pont. Et là, je vous parle de Voilier la Loup, c'est Cheers, les les autres. amis. On s'est mis à l'épaule en arrivant aux Bahamas alors, avant de faire les douanes. Fait que les douanes, c'était la journée d'après. Fait que là, on s'est mis à l'épaule, puis on a-tu le droit de faire ça ou non, je sais pas, mais on l'a fait. Et là, après avoir fait les douanes, on navigue, je navigue de Great Harbor Cay jusqu'à Nassau, aux Bahamas. Nassau, c'est la capitale des Bahamas, c'est une grosse ville. Puis une remarque que j'avais fait à Nassau, c'est que les locaux là-bas détestent les touristes, détestent les voiliers, détestent, c'est parce qu'il y en a trop de bateaux là-bas, là. Puis ils ont, j'imagine, il y a beaucoup d'Américains qui vont aux Bahamas. Tu te sens vraiment pas le bienvenu par les locaux là-bas. En tout cas, moi, c'est comment que je me sentais, là. Puis j'en ai quand même fait des places, puis je pense que c'est une des places, je me sentais moins bienvenu. Ça, je me rappelle, c'était une très belle navigation. Une navigation, je l'avais adoré. J'avais pris un mahi-mahi, une dorade. Voilà. Let's go. Puis ça, j'avais détesté pêcher ce poisson-là parce que dès que tu le tues, il est tout vert, il est tout beau. On dirait c'est un poisson incroyable, là. Super beau. Puis dès que tu le tues, il devient gris. Il perd toutes ses couleurs. Ça m'avait comme. Puis je suis pas un super bon, j'ai même pas de frigidaire, rien, tu sais. Fait que je
peux pas, faut comme tout, je le mange d'une shot. Fait que j'avais pas fait justice au poisson, fait que je l'ai mangé, là, je l'ai fini, mais j'étais plein à la fin. Et là, après Nassau, j'avais continué mon voyage jusqu'à Georgetown, aux Bahamas. Georgetown, c'est une place de retraite d'Américains, je te jure. Il y a tellement de catamarans qui font pas de voile non plus, là, avec des Américains qui prennent l'avion jusqu'à Georgetown, puis après ça, ils aillent habiter sur leur catamaran aux Bahamas. Fait que ça, je suis resté là pendant un petit bout parce que ma pompe à eau, elle coulait pour mon moteur. Fait qu'il fallait que je commande une pièce des États-Unis, puis il fallait qu'il amène ça en bateau jusqu'à Georgetown. Fait que je suis resté à Georgetown quand même 3 semaines, je pense, en attendant cette pièce-là. Euh, c'est ça. Mais la navigation de Nassau jusqu'à Georgetown, c'est incroyable parce que la profondeur, c'est peut-être juste 7 mètres. C'est bleu, 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 turquoise. Là, ça, c'est quand tu sors de cet endroit-là, tu te rapproches de Georgetown un petit peu. Change de moteur. Georgetown, c'est mon dernier arrêt au Bahamas, dans le fond. Pour voir comment j'ai fait ça vite. C'était vraiment juste Ok. bons endroits. Fac. Je suis à Georgetown, dans les Bahamas. Il y a une plage à ma gauche, des voiliers partout. L'eau est bleue, il fait chaud. Puis vraiment rien d'autre à dire sauf que la vie est belle. Et que là, j'étais arrivé à Georgetown. Puis, ouais, cette partie-là était vite. Comme dans mon introduction un peu, j'ai dit que j'avais pas trop filé les Bahamas. Ouais, je me sentais pas dépaysé du tout. Fait que j'ai fait ça rapide. Puis là, pour moi, mon voyage a vraiment commencé en Jamaïque. Fait que ça, c'est la prochaine étape. Je sais pas si vous avez des questions pour la petite vidéo des Bahamas. Qui ont des questions, juste ouvrez votre micro. Oui, moi, c'est quelle date qu'on est rendu? On est rendu fin décembre. J'ai fait Noël au port d'attache euh, des Bahamas. Fait que j'ai sûrement quitté les Bahamas fin janvier environ. Fait que de fin décembre à fin janvier. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as eu des problèmes, mettons, avec de la moisissure ou des problèmes en tant que tels sur le bateau, tu sais, avec l'eau salée, si ça rentre, mettons, ça tombe sur le moteur ou sur... Ouais. Non, c'est une bonne question. Fait que dans le Contessa 26, moi, mon accès moteur est dans le plancher du OK. cockpit. Tu sais. Fait que le plancher, il faut vraiment qu'il soit bien scellé parce qu'il est juste boulonné. De même, tu sais. Fait que là, tu t'enlèves les vis, puis après ça, tu es hâte d'enlever le plancher, puis tu as directement ton accès moteur. Ça fait un accès moteur incroyable. Tu peux voir ton pré-setup, tu peux voir tes courroies, ta pompe à eau, tout. Mais ça fait que vraiment, il faut pas que tu aies de l'eau qui rentre dans le plancher, parce que sinon, ça rentre direct dans le cale. Fait que ça m'a pris quand même. Il fallait que je peaufine ça pendant plusieurs mois avant que je sois vraiment un master à sceller ça, là. Là, ça a arrêté de couler, mais au début de mon voyage, j'étais toujours en train, il y avait des fois des petites gouttes qui rentraient, j'étais toujours en train de recéler. Des fois, je revissais des nouveaux boulons pour vraiment tout squeezer le plancher pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre. Fait qu'il y avait ça en termes d'infiltration d'eau, il y avait ça. Puis pour la moisissure, ben, la moisissure, c'est sûr, là. Une moisissure vient avec bateau, je pense, peu importe. Ouais, j'avoue, c'est sûr. Surtout quand Ça il fait chaud, là. prévient. Et surtout sur un petit bateau, parce qu'un Contessa 26, c'est un bateau minuscule, il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur. La moisissure, tu sais, c'est une job à temps plein en train d'essuyer ça, là. Fait que, ouais, il y en avait, c'est sûr. Ouais. Toujours en train de réparer de quoi, ça, c'est sûr. Ouais, exact. Toujours en train de réparer, puis, ouais, ça a été un choc, ça aussi, je pense, un peu à quel point qu'un bateau avait besoin d'entraide, puis de maintenance. C'est sans arrêt, hein? Sans arrêt. Ça brise durant tes voyages quand tu arrives à un endroit. Puis ça a un gros impact aussi sur. Tu sais, des fois, tu dis, OK, mais je vais arriver au Bahamas, je vais passer un mois et demi au Bahamas, puis c'est ça ton plan. Mais qu'est-ce qui arrive si il y a quelque chose qui brise au Bahamas? Ben là, il va falloir que tu
passe 2 mois et demi aux Bahamas, puis moins de temps en Jamaïque, peut-être parce que là, tu sais, moi j'ai attendu 3 semaines à Georgetown pour ma pièce, tu sais. Puis il faut pas oublier qu'il y a toujours une saison. Tu peux pas traverser le Pacifique n'importe quand, tu sais, t'as des saisons pour ça. Fait que moi, je commençais à avoir en tête aux Bahamas que là, c'est ça que je voulais faire. J'allais traverser le Pacifique jusqu'en Australie. Mais il y a une saison pour traverser le Pacifique. Tu sais, c'est genre le mois de mai, avril jusqu'à. Tu sais, il faut arriver en Australie avant le mois de novembre. Fait que si j'ai 3 semaines de délai aux Bahamas, ben là, ça me suit, tu sais. Fait que le voyage dépend pas de ce que tu as envie de faire puis ce que tu as envie de voir, mais il dépend surtout de la météo, de quand tu peux ou ne peux pas avancer, puis il dépend aussi de l'état de ton bateau. Fait que, ouais. Deux petites questions rapides. Quel type de moteur que tu as sur ton bateau? Yanmar 1 GM10, un cylindre. Un cylindre. D'où le son. OK. Puis, est-ce que tu tiens un journal de bord? Non. J'en tenais, j'ai commencé avec ça un peu, puis après ça, j'ai arrêté. Je mettais des notes sur mon avionics, puis tout de même, là, mais j'écrivais pas trop. Non. OK. OK. On y va pour la Jamaïque? Ouais. Alors, des Bahamas jusqu'à Jamaïque, ça a pris 4 jours environ. Fait que ça, là, on est rendu à la plus grosse, plus longue navigation depuis le début de mon voyage. 4 jours sans arrêt. Puis c'était vraiment, je pense, jusqu'aujourd'hui, là, ça reste une des plus belles navigations que j'ai faites de ma vie. Parce que on voit Georgetown, Bahamas en haut à gauche, puis on voit le Windward Passage en bas dans le milieu. Fait que Windward Passage, c'est entre Haïti puis Cuba. Puis il y a énormément de cargos qui rentrent dans ce passage-là. Ils viennent de l'Europe, puis ils font tous leur chemin vers le canal du Panama. Fait qu'ils passent par le Windward Passage pour se rendre au canal de Panama. Fait que là, je me rappelle, là, en passant dans le Windward Passage, j'ai tellement vu de cargo que je pouvais pas dormir. C'était rendu ben trop intense. Tu sais, au moins, je pouvais même pas dormir 15 minutes ou 1 minute ou 10 minutes pour me réveiller 1 minute. Il y en avait trop. Je te jure, je regardais autour, j'en voyais 15 là. Tu sais, fait on dort pas ce soir. Mais ça a été une des plus belles navigations parce que je me rappelle quand j'étais jeune, avec mes parents puis ma soeur, on est allé à Cuba. Je sais pas, j'avais peut-être 16 ans à Cuba, en avion, évidemment. Puis là, c'était juste assez incroyable de revenir à Cuba, une place que je suis allé 9 ans en voilier, tu sais, puis de voir Cuba du bateau, puis de pas s'y arrêter non plus. Des fois, je trouve ça assez comme poétique ou beau de voir une terre, de voir un nouveau pays, mais sans s'y arrêter. Tu sais. Tu mets une petite musique cubaine, je sais pas trop, tu le dépasses, mais tu t'y arrêtes pas. Puis tu t'imagines la culture qui se passe dans ce pays-là, tu t'imagines ce que les gens sont en train de faire, manger, la, l'état, je sais pas, l'état du pays ou la culture. Fait que pour moi, j'avais vraiment adoré. Puis il y avait un moment que je voyais Cuba à ma droite, à tribord, puis je voyais aussi Haïti à bâbord en même temps. Mais moi, je restais plus proche de Cuba parce qu'Haïti, c'était un peu moins, un peu plus dangereux. Puis j'ai entendu des histoires de pirates quand même à Haïti, mais des pirates très pauvres qui n'ont même pas de moteur, mais ils viennent à la rame, genre, c'est 10 000 nautiques à la rame, puis ils viennent te demander pour la nourriture puis tout. Fait que, je sais pas, je voulais pas ça. Je suis resté proche de Cuba. Fait que voici le voyage. Georgetown, direct au Windward Passage. Ça, c'est pas un arrêt, le Windward Passage. Je continue jusqu'en Jamaïque. I'm under motor, but it's necessary because I need to make way, I need to make progress, I need to make miles as much as possible because I'm heading to Jamaica. On commence le voyage quand j'aime au Windward Passage. Ça a vraiment été incroyable. Le voyage a changé en Jamaïque. Et là, un parmi les je sais pas combien de carreaux que j'ai vus là, c'est incroyable. Vraiment de la voile incroyable, ça. 15 000 downwind, régulateur d'allure.
Le Contessa fait son affaire en route vers la Jamaïque. Tu sais, c'est comme, wow, je vis pour ça, là. J'adore ça. Et là, on voit Cuba. C'est Cuba. Tu sais, fait que j'étais là il y a 9 ans avec mes parents dans un resort. C'était fou d'y retourner en voilier. So, I'm going in the Windward Désolé, c'est en Passage anglais, pretty ça. soon here, right in between Cuba and Haiti. Entre Cuba et Haïti. Life is a dream. Oui, How c'est tout. lucky am I today? Sailing down the Windward Passage under Spinnaker. En gros, je suis reconnaissant de faire de la voile sur ski dans le Windward Passage. Okay, so I'm in the Windward Passage. So basically, Windward Passage is a strait of water between Cuba and Haiti. So I see Haiti. Well, I saw Haiti earlier, there to my port, but I see Cuba. Je vais juste expliquer le Windward Passage. Comme quoi, je vois Haïti à ma gauche puis Cuba à ma droite. Désolé, il y a des petites vidéos de même qui sont en anglais des fois, mais je vais le faire. Et là, après Windward Passage, je continue jusqu'en Jamaïque. Plus c'est une histoire drôle. Il y a quelque chose qui m'est arrivé pas mal directement au kill bateau, là, dès que j'ai posé l'écran. Là, j'ai dormi. Fuck, j'étais tellement fatigué parce que vous vous souvenez, j'ai pas dormi dans le Windward Passage parce qu'il y avait trop de cargo. Je te jure, j'ai dormi en sortant du Windward Passage. J'étais tellement fatigué, j'ai dormi 8 heures. J'étais allé me coucher le soir, je me suis réveillé, il faisait soleil. Puis j'étais en route vers pas la Jamaïque, en tout cas. J'étais en route plus vers l'ouest, quasiment vers le Mexique, tu sais. Fait que là, après ça, il fallait que je remonte au vent. C'était quand même une grosse erreur, quand même dangereuse, mais je sais pas, j'avais skippé mon alarme ou je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'étais tellement épuisé, j'ai dormi 8 heures. Puis c'est la seule fois que ça m'est arrivé de dormir 8 heures par accident, là. Mais ça a été correct finalement, c'est juste qu'il fallait que je remonte au vent après, puis j'étais super bien reposé. Fait que des fois, en soi, c'est peut-être plus sécuritaire aussi, là. Donc là, j'arrive, ouais, c'est ça. J'arrive au niveau de la Jamaïque. C'est assez, il y avait quand même du gros vent direct avant d'arriver, comme ici, terre en vue. Ça, c'est quand je remonte au vent. Si j'avais pas dormi 8 heures, il faudrait pas que je remonte au vent de même. Tu sais, ça aurait été plus de travail ou un peu, mais là, si j'avais fait une erreur, il faut que je paye les conséquences. Et là, la Jamaïque qui arrive, là, c'était comme wow! Et les lumières au fond, puis je me rappelle la senteur, ça sentait le feu, genre, je sais pas, les gens, ils brûlent leur vidange avec des feux, tu sais, fait que ça sentait vraiment le feu. Tu le sais que t'es plus dans un pays comme le Canada ou les États ou même les Bahamas. Là, tu le sais que t'es plus dans un pays qui ressemble à un pays pauvre. Ouais, tu sais, puis se dire que t'es arrivé là sur un petit voilier de 26 pieds, c'est comme là, les réflexions et commencent la perspective de ce que je venais d'accomplir était rendue assez grosse, tu sais. Parce que ouais, je sais pas, c'est vraiment là, ça sentait l'aventure. Arriver en Jamaïque avec un Qantas 26, c'est comme, fou, ok, là, je suis accro à ça. Là. Bob Marley, hein. In Puis Port là, Antonio, Jamaica. je suis arrivé en Jamaïque. Port Antonio. Incroyable. It's so green. Là, vous vous souvenez, je partais au Maine, au Canada, avec des conifères, puis regardez comment Compared to la the verdure a Bahamas. changé, So la many couleur de mountains, l'eau. so much greenery. Puis c'est vraiment la Jamaïque, c'est incroyable comme pays, là. Si vous pouvez y aller là en avion, en voilier, je le recommande, c'était incroyable. Puis j'ai fait la plus belle rencontre de mon voyage en Jamaïque. C'est un monsieur qui s'appelle Bob Isherwood. Je vais vous montrer des photos de lui plus tard. Bob Isherwood, vous pouvez le trouver, il y a une page Wikipédia. Il a fait il travaillait très bien, je sais pas, il faisait des ads, la publicité. Puis Bob Isherwood, 84 ans, il est parti de la Nouvelle-Écosse
puis il a navigué. Lui, il se trouvait des équipiers, là, un à la fois souvent, sur un Vancouver 27, un 27 pieds. 84 ans, il a fait Nouvelle-Écosse. Là, il est rendu à Vanuatu. Vanuatu, c'est juste à côté de la Nouvelle-Calédonie, à 84 ans. C'est le monsieur le plus en forme que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Des fois, on sortait, on prenait une bière en Jamaïque, puis moi, il était rendu minuit, j'avais besoin de me coucher, puis Bob, il continuait, tu sais, sur un 27 pieds. Fait que ça a été lui, Bob, qui m'a dit, là, j'avais des doutes. Je pensais peut-être que j'avais envie de revenir à la maison. Puis c'est Bob qui m'a dit, Adam, il faut que tu continues jusqu'en Australie parce que si tu te rends pas jusqu'en Australie, tu vas toujours penser à ça. Tu vas toujours te dire, ben, ma vie elle serait comment si je serais allé en Australie, tu sais. Fait que c'est vraiment Bob qui m'a poussé, mais qui m'a mis les beaux mots dans les oreilles pour me faire réaliser à quel point c'était quand même important de continuer. Parce qu'en vrai, il n'y avait rien qui m'attendait à la maison, tu sais. Bob et Chou, une meilleure rencontre de mon voyage. Puis ça, le monsieur en blanc derrière lui, c'était un de ses équipiers. Fait que lui, il commençait en Jamaïque. Fait que Bob, il en a fait du solitaire, du solo aussi. Je pense qu'il a fait Bahamas jusqu'en Jamaïque solo. Puis après ça, il a ramassé ce gars-là pour faire Jamaïque-Panama avec lui. Fait qu'une navigation de 5 6 jours, je crois. Fait que mon Contessa 26 en avant, puis juste derrière moi ou à bâbord, ben, c'est le Vancouver 27 à Bob. Fait que moi puis Bob, on a fait un chemin de Panama excuse, de Jamaïque à Panama ensemble. Fait qu'on s'est suivi. Lui était plus rapide. Euh, Peut-être son expérience, son âge, son expérience. Son bateau était un peu plus rapide aussi. Euh, Fait qu'il est arrivé, je pense, 8 heures avant moi en Panama. Mais on a commencé le début du voyage ensemble. Puis on était les deux quand même assez stressés parce que de la Jamaïque au Panama, ben, au-dessus de la Colombie, il y a quelque chose, un vent qui s'appelle le Colombian Low. Puis souvent, ça souffle à 30 nœuds non-stop, tu sais. Fait que ça amène une grosse houle. Puis ça, ce voyage-là, de la Jamaïque au Panama, c'était les plus grosses vagues que j'ai vues depuis le début de mon voyage, sans aucun doute. Fait qu'on était quand même un peu stressés, on se préparait, il fallait vraiment que tout aille bien, rien briser sur le bateau. Bob, il m'aidait, moi, je l'aidais. On changeait nos dresses, nos écoutes, tout, on voulait faire ça comme du monde. Fait que c'est ça. Et là, ça complète la navigation de Bahamas vers la Jamaïque. Puis la prochaine étape, c'est le Panama que je vais faire environ une navigation de 6 jours. Euh, Puis que je fais le début du voyage avec Bob. Fait que Buddy Boat, moi sur mon bateau, Bob sur son voilier. Puis c'est ça. Donc, en navigation de 6 jours environ. Fait que, avez-vous des questions? Si ça vous dérange pas trop, je pense qu'on va garder les questions pour la fin parce qu'on est déjà rendu à 1 heure et quart, puis on a à peu près la moitié du chemin de fait. Fait que si on veut pas, si on veut se rendre en Australie à soir, on va sauter les questions, puis on va les garder pour la fin. Au pire, écrivez-les dans le chat, puis je les prendrai à la fin là, si vous avez peur de les oublier. Que ça vous va, on va continuer. On continue. Et là, 6 jours de navigation environ. Et ça, c'est le voilier de Bob en arrière. Fuck, impossible to film. We're beating into heavy seas right now. I'm under motor with a small jib. Vancouver 27, c'est un bateau incroyable. En fait, le Vancouver 32. C'est ça, j'avais installé ça à New York, c'est un poêle gimbal. Un Contessa 26 puis un Vancouver 27 dans la mer des Caraïbes. C'était pour moi un passionné de voile, c'était assez cool. Puis on voit Bob qui filme, là, 84 ans. Il y avait le même régulateur d'allure que moi. Monitor.
vois la houle. C'est quand même, ça paraît jamais ces vidéos, là, mais c'est quand même une houle significative. C'est quand même grosse. Jour de voile, jour et nuit. Fait que là, après ça, tu sais, les navigations d'une journée, c'était comme plus rendu grand-chose. Quand t'en fais six, une journée, c'est raide. La musique québécoise. Ah, j'ai écouté de la musique québécoise parce que ça me manquait le Québec. C'est Bob qui m'a poussé à continuer. Fait que là, j'étais comme un peu tordu en I'm deux. having ramen noodles again with little sardines. I'm gonna put an onion in there this time. Fait que la cuisine, c'était du ramen avec du thon. Et pour de vrai, je mangeais pas super bien du ramen. Là, je me suis assis sur le frigidaire. C'est de la musique québécoise. Là, comme je te dis, les conditions dans cette mer-là, des Caraïbes, entre la Jamaïque et le Panama sont quand même intenses. Regarde cette vague. C'est vraiment gros, celle-là. Là. Et là, on voit le Panama. San Blas, Panama. Et ça, c'est Bob, 84 ans. Un Australien. Et après ça, je continue jusqu'à Panamarina, au Panama, pour sortir mon bateau de l'eau puis faire des travaux dessus. Fait que je suis resté là 3 mois. Mes parents sont venus me visiter aussi. J'ai tout changé. Nouvelle voile, changé le cutlass bearing, j'ai tout repeinturé le bateau, anti-fouling, j'ai mis un enrouleur. J'avais des voiles à mousqueton avant, j'ai mis le AIS, j'ai tout mis parce que je m'enlignais pour une traversée du Pacifique. Donc là, après 3 mois, sorti dans le boatyard, on remet le bateau à l'eau, tout nouveau. Le bateau, il ressemblait pas à ça quand je partais du Québec, là. Puis là, je fais le canal du Panama. Fait que le canal du Panama, ça a commencé à 3 heures du matin. Il fallait que je sois avec 4 autres personnes. Ça pouvait être mes amis ou je pouvais payer des Panaméniens. Panaméniens, je sais pas comment on dit, là. Mais j'ai demandé à des amis de le faire. Fait qu'on était quatre, plus moi, plus le pilote. Le pilote, lui, il faut que tu le payes. Fait que 6 personnes sur le bateau. Sur un Contessa 26. Je pense que j'étais le deuxième plus petit voilier de l'année pour faire le canal du Panama, le plus de 23 pieds. C'était un de mes bons amis, Nikita. C'était le pilote. Puis ça, c'était un voilier à côté de moi. Les autres, je les ai revus en Polynésie française. On a fait le canal du Panama ensemble. Quelques mois plus tard, ben, je les ai embarqués ici. Canal du Panama, des gros cargos qui dépassent, gauche, droite. On a cuisiné pour le pilote aussi. Mais petit bateau, il voulait du poulet, il voulait du fromage. Merde, je vais sur mon bateau. Là, t'as un public qui te regarde. Les autres, ils regardent le gros bateau. T'as l'autre groupe qui nous regarde. Les autres, ils payent pour nous voir. Et ça complète la navigation du Panama. Fait que là, on va skipper les questions, mais là, c'était la grosse traversée du Panama jusqu'à Ivoa, aux Marquises. Puis ça, c'était une navigation de 39 jours. Fait que ma plus longue jusqu'à date, c'est 6. Ça y est, on en fait 39. Mais là, j'avais le bateau qui était prêt. Puis comme
Comme je l'ai mentionné au début, j'étais plus stressé pour ma navigation de percée jusqu'aux îles de la Madeleine que ça. Bon. Alright, it's fucking intense out right now. Holy mother, man, this is the kind of weather that just makes you wanna. J'étais impatient. Pour se rendre aux Galapagos, c'est It's vraiment off difficile wind sur un petit too. Get bateau, là. off coast is Vraiment, a vraiment très pain to get difficile. to. Contre le vent tout le temps. Ça te teste. La voile, ça te teste plus que n'importe quelle activité que j'avais fait de ma vie. C'est incroyable. Cet oiseau-là, il m'a suivi pendant 3 jours. Why you always gotta keep an eye out, even when it's foggy and rainy. Il répondait pas à son bien Hey chef. man, we were on a direct collision course, me and this guy. 3 jours avec le petit oiseau. Une fois que tu te rapproches des îles Galapagos, ils partent. Je sais pas si c'est là. Puis des fois, il y a une petite communauté. Fait que là, il y avait 3 oiseaux. Il y avait genre une pieuvre sur le banc. Voilà la petite pieuvre. Ou je sais pas, ouais, un zoo. Plein milieu de la nuit. Tu vois, là, je commençais à me sentir plus confiant, là, tu sais. La voile, ça, comparativement au début de mon voyage, c'était plus, c'était comme parler, là. Je commençais vraiment à comprendre mon bateau. J'ai passé 3 mois avec au Panama. J'avais amené une bouteille de rhum seulement. Ça, c'est peut-être jour 6 ou 7 ou j'ai aucune idée. Puis, je me suis pas arrêté aux îles Galapagos. S'arrêter aux îles Galapagos, ça coûte 2000 US, je pense. 1800 ou 2000 US. Il y avait une époque où c'était gratuit, où ça coûtait juste 100 $, mais là, aujourd'hui, on essaie de protéger les îles. Il y a trop de voiliers qui s'arrêtent là, fait qu'ils ont fait ça super cher. Je me suis pas arrêté. Nice wind. So I've got my uncle's ashes here. Il y avait les He cendres à mon loved the oncle. sea. He was a sailor. So Je les ai mis à chaque I 400 take 000, some je pense. 3 ou 400 000, j'ai acheté un peu dans l'eau. and I put them in the trades. Entre le Panama et les Marquises. Là, on était peut-être rendu à la moitié du chemin, peut-être, entre le Panama et les Marquises. Il y avait des grains, il y avait beaucoup de grains durant ce voyage-là. Plein milieu de la nuit, le jour, je sais pas, il y a toujours de la pression au bateau. Parce que le régulateur d'allure, il change à chaque fois qu'il y a un grain. Un grain amène une direction différente du vent. Tout ton bateau, il change de direction aussi. Fait que des fois, c'était très difficile de dormir quand il y a des grains partout, là, parce que tu fallait toujours t'ajuster ton régulateur. Les plus beaux couchers du soleil, ouais, des baleines, ça c'est des globicéphales. C'est comme un mini rorqual. Excusez, un mini orque. Et là, ouais, c'était pas les plus belles conditions, là. Là, ça revenait. Là, je commençais j'ai lavé mon linge, puis je le séchais quand je me rapprochais de la Polynésie française. Je sentais de la merde. Fait que là, il fallait que je nettoie mon linge, puis tout, là, parce que je savais que j'allais voir du monde après 39 jours en mer. Parce que moi, j'étais quasiment tout nu tout le long. Je m'habillais pas. Holy motherland ho, baby! Ouh. Woo!
I see land. J'étais vraiment So content. Je far, vois but la I terre. see it. Là, l'accueil au marqué, les dauphins, après 39 jours, et terre en vue. Ivaoa, la Polynésie française. Fait que là, 39 jours de voile, là, une petite navigation de 5 jours, c'est correct. Et je savais que j'étais capable de le faire, tu sais. Malgré qu'au début, j'avais une expérience minime, je savais que j'avais pas de doute que j'étais capable de faire un voyage comme ça. Fallait juste que le bateau il soit bien. Moi, niveau mental, je trouve pas que je tombe trop dans la dépression quand je suis seul, tu sais. Ça, je le savais. Fait que la solitude me faisait pas nécessairement peur. Puis là, je suis arrivé à Ivowa, aux Marquises. Le trimaran, là, eux autres, je les ai revus jusqu'au Tonga. C'est devenu des amis, c'est des Allemands. Puis le gars dans And le here canal du I Panama à am, côté de moi, anchored c'est le voilier bleu, là. in the Bay of Atuana. Fait que là, je suis allé prendre une bière avec lui Hiva cette Oa journée-là. Marquesas. Puis là, Contessa 26, moi, le voilier blanc à droite, puis un Contessa 32, le rouge. Fait que deux Contessa, un à côté de l'autre. Deux bateaux très, très, très réputés. Ça, son nom, c'est Alexis. C'est encore un de mes amis. Il est rendu au Fidji, je crois. Moi, je suis allé assez vite pour me rendre en Australie. La majorité des gens sont encore à Fidji ou à Vanuatu. Euh, c'est ça. Fait que là, une petite navigation du Marquis jusqu'à Tawata. Fait que voici Sea Adler avec une vidéo drone en Polynésie française. Ça, c'était filmé par le trimaran, les Allemands. Et ensuite, je continue vers les Tuamotu. Puis là, il me semble que j'ai pas trop de vidéos de ça, là, parce que j'avais perdu mon téléphone qui avait des vidéos des Tuamotu. Donc, c'est plus à Tahiti qu'on voit des vidéos. Ouais, ça, c'est à Montréal. Incroyable, la Polynésie française. C'est vraiment le paradis. C'est le plus beau spot que j'ai vu de ma vie. Moi, j'ai adoré Tahiti parce que je me suis fait des amis là-bas. Fait que la solitude, ça m'a beaucoup aidé avec la solitude. Là, je sortais le bateau de l'eau encore. Parce que durant ma traversée du Pacifique, mon safran, il faisait un bruit incroyable. Comme je faisais plus confiance. Fait que j'ai sorti le bateau de l'eau, puis j'ai trouvé que le boulon pour mon safran, il bougeait de même. Puis ça devrait pas bouger. Ça peut faire une infiltration d'eau. Fait que là, je l'ai réparé comme ça. Puis j'ai remis à l'eau après une semaine. Fait que j'ai vraiment fait ça vite parce qu'il y avait la saison des cyclones qui approchait. Fait que remis à l'eau, continue vers Raiatea en Polynésie française. Ça, c'est en quittant Tahiti après un mois et demi environ, avec un nouveau safran qui marche super bien. Ça me stressait énormément au début, là, puis là, finalement, oh, le safran, il fait plus de bruit. Et là, ça, c'est en quittant la Polynésie française. Fait que la dernière fois que j'ai vu la Polynésie française, c'était là, et en direction vers le Tonga. Tonga, navigation de 12 jours. Fait que là, je mets un arrêt à île Palmerston, parce que ça aussi, ça a été un des plus beaux moment, je dirais, parce que les îles Palmerston, c'est une île de 40 personnes seulement, plein milieu du Pacifique, puis ça vient des même deux descendants. Maman, papa, puis pour ça, les enfants ont eu des enfants, ils ont eu des enfants, puis maintenant, il y a 40 personnes, puis il y a juste un bateau qui va une fois par année pour le ravitaillement. Sinon, ils dépendent de la générosité des autres navigateurs. Puis c'est ça, une petite île plein milieu, une île polynésienne plein milieu du Pacifique avec 40 personnes. Puis je me suis pas arrêté. J'ai vu l'île. Comme je disais tantôt, c'était juste beau. C'est ça l'île Palmerston. Juste me dire que j'étais là, tu sais, en voilier. Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a rien. La seule façon de s'y rendre, c'est en voilier. Puis 60 milles de l'île Palmerston, il y a un voilier en détresse qui m'appelle sur Mayday. C'est ce voilier-là. Il dit Mayday, Mayday, Mayday.
mon gréement est brisé, mon mât va tomber, puis mon moteur il marche plus. Je fais, holy shit, ça va mal ton affaire. Fait que là, j'attends avec lui un petit peu. Je dis comment faire, je dis qu'il peut remplacer une drisse pour son auban. Euh, Puis son moteur, ben lui, il est en train de le réparer. Puis il voulait juste que j'attende avec lui une couple d'heures pour voir s'il était capable de régler ses affaires. Puis après 6 heures de me mettre à cap en l'attendant, finalement, il dit OK, c'est bon, il a mis de l'époxy pour sceller une pièce sur son moteur, puis il était prêt à continuer. Fait que, il était plus vite que moi. Il est rendu au Tonga, je l'ai vu ce gars-là. Après son appel Mayday, puis on a pris une bière ensemble. Ça, c'est depuis l'île Palmerston jusqu'au Tonga. Et là, j'arrive au Tonga. Et j'avais fait un bout de ce chemin-là en bodyboat avec un autre voilier. Euh, le gars, il s'appelait Mark. Là, lui, il s'est mis à l'encre, puis il y avait un bateau pas mal plus gros que le mien. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai attaché le derrière de mon bateau à son bateau. Lui était à l'encre, puis mon bateau était attaché au derrière d'ici, au Tonga. Et là, je vais poser vite, vite. Le petit gars qu'on voit à gauche avec une bière dans ses mains, mais c'est lui qui a fait l'appel Mayday. Fait que là, on s'est retrouvé à Tonga, on a parlé de l'histoire, on a parlé de comment il a réparé son moteur, on a parlé de comment il a pu faire que son mât il tombait pas dans l'eau puis tout. Puis il m'a expliqué son histoire un peu plus en détail. Il a acheté son voilier à Palmerston, un Bavaria 46, je pense, pour 5 000 euros, quasiment gratuit. C'est un Bavaria, c'est au moins 100 000. Mais il y avait plein de problèmes. Fait qu'il a pris le risque, il s'est dit, je vais acheter un bateau à 5 000 euros à Bavaria à Palmerston, puis je vais le naviguer jusqu'à Tonga où je vais le réparer. Fait que c'était un énorme risque, mais il a réussi. Fait que c'était moi, lui, puis Mark au Tonga. Puis là, je suis resté un petit bout au Tonga, puis j'ai continué mon voyage jusqu'à Fidji. Fidji, j'ai pas trop exploré parce que la saison des cyclones approchait, premièrement, puis deuxièmement, j'avais des papiers médicaux à remplir pour mon visa en Australie. Puis ça a pris, je pense, 2 semaines à Suva. Donc là, j'étais en route à Fidji. Et là, c'était juste une navigation de 4 jours, je crois. Puis ça, c'est rendu à Fidji, souvent. C'était bien, Fidji. J'ai aimé. C'était le dernier pays avant d'arriver en Australie aussi. Et là, c'était moi avec des Fidjiens. On prenait un truc qui s'appelle du kava. Kava, c'est comme une genre de racine au Fidji qui ressemble peut-être à du maté, genre. Mais si t'en prends beaucoup, ça te rend très relax. Puis au Fidji, tout le monde prenne ça. Ils prennent ça matin, dîner, souper. Moi, j'en prenais avec eux de temps en temps. Et là, le dernier stop vers l'Australie. Fait que j'ai pas fait la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y avait des problèmes de sécurité là, quand je naviguais. Fait que j'ai skippé. J'étais allé direct à Brisbane. Ça, je vous ai dit que le plus petit voilier à avoir fait le canal du Panama, c'était un voilier de 23 pieds de cette année-là. Ben, c'est ce voilier-là. Puis ça, c'est un Brésilien. Il part du Brésil, puis il fait le tour du monde sur son voilier Epadu. Vous pouvez le trouver en ligne aussi si vous marquez Epadu, H-E-P-A-D-U. Fait que j'ai fait un bout du chemin avec lui pour me rendre jusqu'en Australie, mais moi, j'étais plus rapide. Fait qu'après 2 jours, une journée, je pense, c'est ça. Une journée. Et après, dans la mer des coraux, dans la mer des coraux, il y avait vraiment aucun vent.
C'était la mer que j'ai vue où il y avait le moins de vent depuis le début de mon voyage. Je pense, c'est pas toujours le même, là, mais il y avait rien. Puis quand je suis Alright, arrivé à Brisbane, nice. j'avais plus de Alors, diesel du tout. Sauf à la fin. À la fin, le vent est revenu. oh, fuck me! Ouais, là, ça paraît jamais ces vidéos, là, mais quand même, c'est une bonne hausse, ça, là. Et il y avait des bancs de sable qui shiftaient toujours. Ça, c'était juste avant d'arriver en Australie. Mon drapeau en arrière, il volait. Puis là, ben, j'arrive en Australie après 14 mois de navigation. Ben, 14 mois depuis le Canada. J'arrive à Brisbane le soir. Le jour, à Brisbane. Et là, je suis à Londres, en plein centre-ville. Et c'est la fin. Désolé, on est allé vite un peu, là. C'est parce qu'il faut garder ça à 1h30. Il fait 1h35. Fait que, ouais, on peut garder si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, on en a quand même plusieurs qui ont été écrits entre-temps. Entre autres, il y a Nathalie Pinault, mais en fait, je pense que si je comprends bien, elle a écrit pour Claude Turcotte. Ça doit être dans ta famille, ça. Ouais. OK. À quel âge ou à quel moment tu t'es dit un jour, je ferai cette traversée? Euh, 20, peut-être, direct à Tadoussac. Je savais que si j'étais pour faire de la voile, c'était pas pour, c'était pour voir le monde, là. Ouais. 20 ans. Là, j'ai 27 ans. OK, quand même. Puis aurais-tu pu partir ailleurs que du port de Matane? Ben, mon bateau était à Matane. Je pense qu'il y a comme des canaux qui partent de pas trop loin de Montréal, là, puis qui t'amènent un peu dans les lacs, puis qui t'amènent Ouais. vers les États-Unis. Je pense que j'ai considéré faire ça à un moment donné, vu que c'était déjà, je suis parti le mois de septembre, puis j'ai été déconseillé de partir vers l'Est durant cette saison-là. Euh, fait que j'aurais pu partir de Montréal, mais mon bateau était à Matane, fait que je suis parti de Matane. Juste pour l'information, si tu descends les canaux, il faut surveiller parce qu'en fait, c'est par le Richelieu. Puis les canaux de Chambly puis du fleuve Hudson ferment à un moment donné, à quelque part en octobre. Là. Je ne sais pas s'il y en a Ouais. qui savent les dates, mais en tout cas, c'est à vérifier si vous passez par là. Mais effectivement, à faire le tour, ça ne ferme pas. Mm. OK. Pour les grosses naves du Pacifique, est-ce que tu te rapportes sur ta position sur une carte papier ou tu avais juste ton avionnix? Non, j'avais juste Navionics. Je l'écrivais, genre, j'étais pas trop papier, là, mais j'avais c'est parce que j'avais mon Iridium Go aussi. Puis mon Iridium Go, j'envoyais ma latitude puis ma longitude à mes parents à tous les jours, tu sais. Fait que ça, c'était comme mon moyen de sécurité un peu. Puis là, après ça, mes parents, ils partageaient ça sur un groupe Facebook qui s'appelait Solo Across the Pacific on Contessa 26. Euh, fait que c'est ça. Fait que ma latitude, longitude, ben, je rapportais ça à mes parents qui publiaient ça sur un groupe Facebook. OK. Quel genre de bris majeur que tu as eu durant une longue traversée? Ben là, j'avais un moment donné, pas trop loin des îles Galapagos, que j'avais mes batteries qui chargeaient plus, là. Puis ça, c'était sûrement le moment le plus stressant de mon voyage. Parce que quand tes batteries ne chargent plus, tu sais, j'avais pas de sextant, hein. Fait que c'était quand même majoritairement électrique, ma façon de savoir j'étais où. Puis panneau solaire, je charge plus mes batteries, alternateur, moteur, je charge plus mes batteries, rien. Puis j'étais à 100 000 nautiques des îles Galapagos. Fait que là, j'avais le choix. Est-ce que je reviens? Puis il n'y avait pas trop de vent à ce moment-là. J'ai le choix. Est-ce que je reviens vers les îles Galapagos? Puis je paye 1 800 $ américains pour me mettre à l'enclos puis régler mon problème? Ou est-ce que je continue puis j'essaie de le régler en route, tu sais? Fait que j'ai continué puis je l'ai réglé en route. Puis finalement, c'était
câble ground qui était totalement coupé puis qui touchait le moteur, ou un des câbles qui touchait le moteur, fait que ça faisait un court-circuit. Euh, Ça faisait une fuite, puis ben, j'ai trouvé le câble. Je pense qu'il était 3 heures du matin quand j'ai trouvé le câble dans une houle, genre inconfortable. Puis dès que j'ai trouvé le problème du câble coupé, je ne l'ai même pas réparé à 3 heures du matin. J'ai trouvé la solution, je me suis dit, ah fuck, c'est ça. J'ai déposé le câble, j'étais allé me coucher. Alors, je savais que c'était ça. Puis ça m'a tellement soulagé. Fait que j'étais capable de m'endormir. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai pris le câble, je l'ai changé, tout s'est réallumé. Fait que ça, c'était pas mal le plus stressant, là. Comme l'électricité marche plus, c'est genre holy shit. Puis sinon, mon gréement, toutes mes voiles, mais là, je faisais une inspection le matin, tu sais. Je m'assurais que euh, qu'il n'y avait aucun câble qui était brisé, que mes voiles n'étaient pas déchirées. Mon régulateur d'allure, je le checkais toujours parce que mon régulateur d'allure, hyper important. Il faut que les boulons ils soient là. Il ne faut pas qu'il y en ait qui sont en train de tomber. Il ne faut pas qu'il y ait de crack dans le stainless. Fait que le régulateur d'allure, je le checkais tout le temps aussi, là. Fait que les trucs principaux, les voiles, le gréement, le régulateur d'allure, la barre, le safran, c'était les gros trucs. Puis comme je vous l'ai dit, mon safran, il faisait un bruit tout le long, tu sais. Fait que ça me donnait un stress énorme, là. Puis on était en présentiel, j'aurais demandé aux gens de lever la main à savoir qui a le goût de partir ce soir, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui t'ont inspiré, là, en tout cas qui t'a donné le goût de partir. Moi, le premier, même si au bout de 3 jours, je sais que je vais vouloir toucher terre, ma blonde a adoré en ce moment. Euh, mais je dois dire que il y a deux, trois personnes qui ont laissé des messages quand même qui sont cute. Je veux t'en faire part, là. Il y a Léonie qui a marqué aïe aïe, ça donne le courage, ça donne du courage ton parcours. Linda ici qui dit ton parcours est trop inspirant, ça donne juste envie de partir, tu vois. Puis Alice ici qui dit je suis d'accord, ça donne du courage et c'est extrêmement inspirant pour tous les jeunes adultes, puis même, je dirais même les plus, pas juste les jeunes adultes, je dirais tous les adultes qui veulent vivre l'expérience de la voile, surtout de voir une telle passion. Juste, je veux juste arrêter un point. Là. Tantôt, je disais, moi, au bout de 3 jours, je veux toucher terre, ou en tout cas, je vais être dans une baie. On dirait que après 3 jours en mer, avoir juste de l'eau, je deviens un peu fou. Tu parlais de dépression tantôt. 400 jours, en fait, là, j'ai calculé, c'est à peu près 400 jours que tu as passé sur l'eau en solitaire. C'est quand même, c'est quand même quelque chose. Je pense, je sais pas si tu es conscient qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait capable de faire ça. Ouais. Je sais pas si Euh, ça fait 4 ans, là, je pense que c'était un peu moins. Mais parce que c'est 14 mois, mais tu sais, j'ai passé 3 mois au Panama puis tout, là. Mais sur donc, Terre. 400 jours entre le départ et l'arrivée, mettons, à peu près. Ouais. Mais tu sais, sur cette note-là, c'est pas juste, tu sais, j'ai Ouais. parlé de Bob Isherwood, 84 ans. Ouais. Lui, tu sais, il a attendu à la fin pour le faire parce il a fait plein d'argent dans sa vie. Après ça, il s'est divorcé. Sa femme a tout pris son argent, tout. Il s'est vraiment assis à la table et il s'est dit, OK, bon, mais c'est quoi que je fais avec ma vie, là? C'est quoi qui compte pour moi? Il s'est acheté un Vancouver 27. Lui, il avait d'expérience de voile avant, là. Puis il a dit, je m'en vais dans les îles du Pacifique. Je m'en vais vivre Je ma pars par là. vie avec le temps qui me reste, tu sais. Puis lui, pour moi, c'est une énorme inspiration. Puis j'ai dit que j'allais dire de comment que ma vie a changé à la fin de ce voyage-là, tu sais. La question a été posée au début. Ouais. Maintenant, je te jure, la vie est tellement courte. On dirait, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Moi, je m'en rends compte énormément depuis ce voyage-là, là. La vie est hyper, hyper courte. S'il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais il faut que tu le fasses là. C'est pas pour. L'opportunité sera pas là dans un an, peut-être que non, tu sais. Puis je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais c'est Bob qui m'a fait réaliser. C'est mon voyage, c'est plein de trucs. Il y a pas de demain, là, tu sais. Tu peux sauver ton argent, tu peux prendre les étapes pour accomplir tes rêves aujourd'hui. Tu sais. C'est tellement vrai. J'ai quelqu'un qui demandait si tu avais entendu parler de John Goswell. Ouais. C'est quoi qu'il a fait dans Goswell? C'est un navigateur. C'est quoi qu'il a fait? Ah, non, il était sur le plus petit voilier. Il était sur un combien de mètres? Non, 8 mètres, c'est quoi? Trekka. Trekka. Je pense que c'est le nom de son bateau, Trekka. Quelque chose comme ça. OK. Combien coûte le passage du Panama? Pardon? Combien coûte? Ouais, combien ça t'a coûté? 2500 US. Quand C'était même. cher. C'était genre. C'est proportionnel à la longueur du bateau? Non, même pas.
C'est ça. En dessous de 50 pieds, c'est 2500. Je pense 50 pieds, en tout cas, je me rappelle plus exactement, mais admettons, en dessous de 50 pieds, c'est 2500 US, puis entre 50 pieds puis 70, c'est peut-être le double. Puis après ça, ça augmente. Puis après ça, les gros cargos, c'est des millions. OK. Puis, si tu avais à refaire l'aventure, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changées par rapport à ta préparation ou ton organisation? Ça serait le fun que tu dises, j'irais suivre des cours avec toi, Simon, avant de partir, mais bon, t'es pas obligé. Ouais, peut-être. Non, pas vraiment ça, parce que mon voyage, je le voyais. Tu sais, j'ai appris durant mon voyage. Tu sais, mettons, de Percé aux îles, c'était une leçon. Après ça, c'était la Nouvelle-Écosse jusqu'aux États-Unis, 2 jours de nav. C'était la prochaine leçon. Tu sais, j'ai quand même pris ça étape par étape, malgré tout. Tu sais. C'était pas direct Canada, Australie, 14 jours en mer, bon, on se lance là-dedans. C'était quand même énormément étape par étape. Après ça, c'était Jamaïque, Panama, 6 jours. Après ça, c'était 3 mois au Panama à retaper le bateau. Tu sais, je trouve qu'il y a quand même eu des étapes, des baby steps. Euh, Puis le plus gros saut a été évidemment Panama, Marquise, 39 jours. Tu sais, d'aller de 6 à 39, c'était gros, là. Mais les choses que j'aurais changées, je pense pas qu'il faut se gêner. Ça dépend c'est quoi ton projet, mais moi j'avais quand même acheté un voilier qui avait besoin beaucoup d'entretien, je pense, au début. Je pense que quand tu achètes un bateau, il faut pas trop se gêner à se dire, bon, je vais payer 10 000 de plus, mais au moins le bateau, il sera en condition A1, tu sais. Parce que ça prend énormément de ton temps, puis c'est beaucoup stressant, vraiment stressant de devoir t'arrêter dans des pays pour faire des réparations sur ton voilier, tu sais. C'est sûr, ça te permet d'apprendre, comme je le disais tantôt, mais là, tu vois, je viens d'acheter un Tradewind 33, puis j'ai comme appris de ma leçon un peu. Le Tradewind 33, il en condition quasiment parfaite, prêt pour partir, tu sais. Ouais. En tout cas, de ce que j'ai vu, il y a peut-être des surprises, là, mais de ce que j'ai vu, puis je l'ai ramené, j'ai déjà fait une navigation de 3 jours avec sa côte est d'Australie, puis il y a pas eu de problème. Fait que je pense que si j'étais pour à le refaire, faut pas se gêner de dépenser peut-être 10 000 de plus pour un bateau qui est en très bonne condition, parce que sinon, si ton bateau n'est pas en bonne condition, tu vas payer 10 000 anyways à le mettre en bonne condition. Fait que c'est ça. Ce qu'on peut comprendre, c'est que même si le bateau est petit, parce que tu as traversé quand même sur un 26 pieds, même s'il est petit, t'es mieux de prendre petit, mais en bon état. C'est Ouais. ça le message. Puis OK. des bateaux petits, tu peux peut-être même dire que c'est plus sécuritaire. Tu as moins de passe-coque. Vu qu'il est plus petit, ça te coûte moins cher à le rendre en condition impeccable. Si tu tombes, s'il y a une grosse vague qui te fait tomber de tribord à bâbord, mais tu vas tomber moins loin, moins facile à se briser un bras, tu sais. Euh, ouais, moi j'adore les petits bateaux. Je trouve, ouais. J'avais Éric Bourgard qui te posait la question avant là, que tu répondes en partie, là, mais qui te posait la question justement si tu pouvais, si tu avais pensé à faire transporter ton bateau sur Terre plutôt que de faire le canal de Panama, étant donné justement que c'était très coûteux. Ouais, c'est une bonne question. C'est la première chose que j'ai faite. Dès que je suis arrivé au Panama, je me suis informé pour voir si c'était possible. Puis j'avais demandé à plein de gens, puis notamment j'avais demandé au propriétaire de Panamarina, que ça fait 30 ans qu'il est là, tu sais. Puis lui, dans le fond, il y a une marina pour réparer les voiliers, pour les amener dans le canal du Panama après. Puis il a dit, il a jamais vu ça. Fait que ça existe pas, je pense. OK. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une règle, j'ai aucune idée. OK. Euh, Linda dit j'ai suivi ta traversée du Pacifique sur Facebook, justement via ton père. Quel courage, tout un marin. Bon, tu vois. Bravo pour ta détermination, ton courage. Tu as de quoi être fier de toi et tes parents et ta sœur. Moi, c'est ça. C'est Mhm. Nathalie Pinault. Merci. Bon, j'avais Ouais. Catherine qui avait des questions sur le 39 jours. Là, je vais descendre un peu plus bas. Tu veux-tu poser tes questions directement, Catherine, si tu trouves ton micro? Oui, ben oui, je voulais dire, 39 jours quand même, c'est comme une traversée de l'Atlantique, Saint-Malo, Saint-Malo, Québec, en 700. Non, pourquoi tu n'es pas allé à Hawaï? Ou c'est parce que je pense que c'est les vents hein, qui sont pas. C'est les vents qui. C'est une grosse traversée, là. Tu sais, je veux dire. Ouais, ah, c'est les vents. Il aurait Ouais, fallu que je me plus au nord, je pense, pour pour aller à voir. Hawaï puis descendre Ouais. après. Ouais. Mais comment Ouais, tu as trouvé ça, 39 jours, là? 39 jours. Mettons, tu sais, moi, je suis à l'aise sur l'eau, là. Je suis vraiment très à l'aise. Plusieurs jours, mais 39 jours, j'avoue que.
Ouais, non, c'était. Je sais pas, hein. Si tu trouves des petites techniques, la nuit passe vite, tu dors 30 minutes ou 45 minutes, tu te réveilles une minute, ça fait que la nuit, elle passe vite. Tu te gardes des petits. Je sais pas, c'est comme je le disais, je suis quand même. Je tombe pas. Je dirais que je suis quand même fait solide sur cet aspect-là. Puis c'est aussi Non, sur mais tu l'aspect fais. de la simplicité. Tu sais, je mange pas. J'ai pas besoin de gros luxe quand que ça vient à la nourriture. J'essaie d'être seul, je tombe pas en dépression, je rentre pas trop négatif. C'est sûr qu'il y avait des choses durant ma traversée de 39 jours, je pensais souvent à les opinions des autres, c'est avant de partir, ou les gens qui allaient à l'école, puis qui disaient, ben, Mhm. pourquoi tu fais un voyage comme ça, tu pourrais aller, tu devrais commencer ta carrière, et tout, tu sais. Fait que des fois, j'ai gaspillé énormément de temps à penser à leur opinion, c'est totalement inutile, je fais plus ça maintenant, là, grâce à cette expérience-là. Mais c'était comme un petit combat mental, mais c'était un combat mental que je sentais que je perdais pas trop le contrôle. Puis des fois, ça se voyait, j'envoyais des messages à mes parents, puis eux autres, ils partageaient ça sur un groupe Facebook. Ça se voyait dans mes messages que des fois, ça c'était pas une belle journée, tu sais, parce que j'envoyais des petits messages courts, brefs, impatients. Puis après ça, il y avait d'autres journées que ça paraît que ça allait super bien, parce que là, j'envoyais des messages à mes parents qui partageaient sur le groupe Facebook, des gros messages longs, détaillés, euh, Mais, inspirants. mais comment Mais tu communiquais? T'avais quoi, là? Comme c'était quoi ta communication? Iridium Go. Fait que je Ah, tenais ton ça dans les airs iridium. OK. pendant, OK. ouais, je tenais ça dans les airs 15 minutes, je sais pas trop, puis ça envoyait. J'ai envoyé un courriel à mes parents. OK. Fait que tu avais Ouais. quand même un certain dialogue Ouais. externe. J'envoyais ça, c'est ça, j'envoyais ça une fois par journée, mais je te dirais que c'était stressant quand même avoir cette responsabilité-là d'envoyer des messages chaque jour parce que, admettons, je l'échappe, mon Iridium Go. Là, je sais pas, il y avait combien d'abonnés dans le groupe Facebook, il y en a peut-être 700, 800, je sais plus. Mais là, il y a 800 personnes qui capotent parce que ça fait 2 jours que j'ai pas envoyé de message. Aussi, j'avais un problème Oui. de batterie pour télécharger ou pour charger mes batteries, mais ça, ces batteries-là, ils chargent mon Iridium Go aussi. Fait Oui. que là, plus de batterie, plus d'Iridium Go, 800 personnes qui capotent, qui pensent que je suis mort. Tu sais, fait que j'avais aimé ça, oui, puis non. Ça me donnait un stress aussi. Mais t'avais-tu hâte de toucher terre quand même? Ouais. Mais j'en ai pas trop parlé de ça parce qu'on était en manque de temps, là, mais j'étais en dépression en arrivant en Polynésie française aussi. Parce que je pensais qu'en arrivant en Polynésie française, aux Marquises, aux Tuamotu, puis tout, ça allait être. Ah, j'allais rencontrer plein de gens, puis ça allait être fini ce 39 jours de solitude. Puis c'était. J'étais seul. J'étais seul encore aux Marquises. Je partageais ça juste pour moi. Tu sais, ça reste juste moi puis ma tête qui partage ces souvenirs-là. Fait que c'était plus un combat mental, je pense, en Polynésie française que durant mon voyage de 39 jours. Puis là, quand je suis arrivé à Tahiti, ben là, je me suis fait plein d'amis. Là, il y a plus de jeunes, il y avait eu plus de gens à mon âge, j'ai rencontré d'autres marins, puis là, on dirait, oh, OK, là, ça va mieux, là, tu sais. Là, je suis capable de continuer mon voyage. En tout cas, chapeau, parce que moi, 39 jours, ça me fait capoter, hein. C'est la Merci. plus, c'est la plus longue Mais, traversée, le Pacifique. Nicolas Autier est venu faire une conférence aussi là-dessus, puis c'est ça qu'il avait dit. C'est la plus longue traversée, c'est entre les Marquises puis la ouais, côte est de l'Amérique, là. Oui, La côte oui. ouest. dans le Milk Run, dans la route traditionnelle que les gens ils prennent pour faire le tour du monde, c'est Ouais, Panama Marquis, c'est la c'est là, section, c'est là la qu'il y a le le plus. point de Nemo aussi, le point le Oui, la plus pointe éloigné Nemo. de. Ouais. OK. J'ai une Ouais. question aussi de Marc-Olivier qui demande par rapport à l'argent, comment tu as fonctionné? As-tu manqué d'argent, surtout en pensant que tu as fait beaucoup de travaux sur le bateau en cours de route? Non, j'ai pas trop. Ça me stressait, c'est sûr, ça me stressait Hmm. énormément, l'argent, holy moly. Mais parce que j'avais pas envie d'abandonner. Tu sais. Genre, t'en entends des histoires des gens qui arrivent en Polynésie française, puis il faut qu'ils abandonnent leur voyage parce qu'ils n'ont plus de sous. La dépense, la plus grosse dépense du voyage, ça a été les entretiens sur le bateau. C'est pour ça que je dis, si tu achètes un bateau qui est déjà quand même quasiment 100% prêt, puis tu sais que tu vas avoir cette réparation-là à faire un jour, c'est plus facile à faire un budget. Mais si tu achètes un bateau semi-bateau projet, mais là, tu sais pas trop dans quelle direction qui va aller ton budget. Fait que la plus grosse dépense, c'est sur le bateau, mais c'est aussi une des raisons pourquoi que j'ai fait le voyage un petit peu rapidement, c'est parce que je voulais me rendre en Australie, et puis dès que je suis arrivé en Australie, ça a pris 2 semaines, je pense, puis je travaillais. Euh,
Fait que non, j'ai pas manqué d'argent, mais il aurait pas fallu que mon safran il brise une deuxième fois, mettons. Tu Oh, travailles dans là. quoi en Australie? Moi, je suis instructeur de voile. Ouais, c'est pas difficile de trouver des travaux dans voile quand tu fais un voyage comme ça. Non. Après, non, les gens aiment ça, l'histoire. Il y en a beaucoup que je travaille avec qui ont dû faire des diplômes ou des certificats puis tout. Puis moi, ils ont mis ça de côté. Ta prochaine étape, ça ressemble à quoi? Là, j'ai un nouveau bateau, j'ai un Tradewind 33. Je vais rester ici. Il me reste 2 ans pour travailler en Australie. Fait que je pense que je vais les prendre, mes 2 ans en Australie pour travailler parce que c'est le moment de le faire, puis c'est une belle vie, puis j'ai une belle job, puis j'ai un nouveau bateau, puis je veux mettre un régulateur d'allure sur le bateau, puis tout. Mais une fois que tout ça c'est fait, peut-être dans moins d'un an, en tout cas, j'ai plein de projets. C'est dans voile, les projets, c'est sûr, mais ça va sûrement être de me rendre jusqu'en Europe. Europe ou Canada, je sais pas encore. Mais je vais naviguer quelque part avec le Tradewind, c'est sûr. J'ai juste envie de, j'ai juste envie de continuer l'aventure, là. Je me sens encore rempli d'énergie et de passion pour ça. Fait que c'est ce que je vais continuer à faire pour l'instant. Mais pour l'instant, il faut que je travaille. J'ai le nouveau bateau, puis il faut que je mette un régulateur d'allure dessus, puis tout. Fait que c'est des projets de voile, c'est sûr. Écoute, j'ai le goût de te Ah, dire, t'écouteras la conférence du mois de décembre qui est Sylvain Fortier qui a fait le tour du monde sur son genre 27 pieds. Peut-être ça va te donner des idées peut-être. pour continuer le reste de la route. Ouais, peut-être. Le tour du monde aussi, on verra. C'est juste que ouais. J'ai peur de quand que j'arrive au Canada, mais là, je vais me dire, OK, maintenant, c'est quoi que je fais, mais si je fais quoi maintenant, tu sais. Ça me fait peur un petit peu. Le plus que j'étends l'aventure, ben, le moins que j'ai besoin de me poser cette question-là, parce que ça va être dans plus long. Ouais. Si je continue au Canada direct, ben, j'ai peur de me demander je fais quoi quand je suis au Canada, tu sais. Je sais pas. On verra. Pour l'instant, je suis pas rendu là. OK. Quel équipement est le plus important d'avoir pour accomplir un tel périple? Moteur, voile, régulateur. Ben, voile, je pense, mais parce que les trucs, Un bon résumé. moteur dernier, voile premier, puis régulateur d'allure deuxième, je pense. Voile, régulateur, moteur. Mais c'est sûr, si tu es dans le canal du Panama, ben le moteur, c'est le plus important. Ouais. Ben, si t'es pour en enlever un, t'enlèves le moteur. Écoutez, j'ai pas tout lu les messages là, des gens qui. Il y a plein de monde là, qui te marquent inspirant, bravo, wow. Je vais remettre à Adam tout le verbatim de tout ça. Là, il va pouvoir le lire par après. Mais écoute, merci Adam. Euh, bon, c'est ça. Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vraiment inspirant. En tout cas, moi, ça me donne le goût de partir. Je suis sûr que ça donne le goût à plein de gens aussi de partir. Mais si vous partez, arrangez-vous pour revenir parce qu'on a une autre conférence. 1er octobre. Moi, je vais vous inviter là. Ça va. On a Balthazar qui est quand même connu. Là. La plupart des vieux connaissent Balthazar parce qu'il est déjà venu faire d'autres conférences avant, puis ils savent que il fait des super de belles conférences. C'est Guy Lavoie, justement, qui est du régulateur d'allure de Cap Horn, qui vient avec sa femme Claire Roberge nous parler du passage nord-ouest. Fait que si ça va, on se revoit en présentiel. N'oubliez pas, on recommence avec nos 5 à 7. Si vous voulez vous présenter à partir de 5 heures, on a le bar qui est ouvert jusqu'à la conférence de 7h30. Fait que, puis Adam, ben écoute, comme j'ai dit cet après-midi, aussitôt que tu passes au Canada, tu viens nous voir. C'est sûr. Merci beaucoup. Absolument. Fait que s'il n'y a pas d'autres C'est- questions, on va y aller comme ça. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se voit le 1er octobre. Merci. Bonne soirée. Bon, moi aussi, je vais y aller. Fait que merci pour votre attention, tout le monde. C'est grandement apprécié. Puis vous m'avez supporté depuis le début, même dans le groupe Facebook quand je faisais ma navigation du Pacifique. Merci. Merci, Alexa. OK, bye là. Bonne soirée à vous, puis moi, je commence ma journée. Bye.